On doit avoir, nous ont confirmé leur présence Olivier de mon repas, je l'ai vu, Madame Lasserre de Praigne-le-Neuf, qui est. Ah, pardon, excusez-moi. Madame Huet de Praigne-le-Vieux, Christine de Sauzine que j'ai vu, qui est là pour le domaine de Médégan, Monsieur Castillon de Wendigos que j'ai vu aussi. Mercedes Famia qui doit venir aussi normalement. Pierre Valls, je l'ai vu, Jeanne Carayon aussi. Il y a Carboignat à mes côtés. Donc au niveau des maraîchers, on a Karim Anouch qui est là, ici. Vous pouvez vous équilibrer, venez de ce côté-là. Jean-Luc, peut-être Pierre, non, c'est comme vous voulez. Et M. Belmélou qui est en face de moi. Voilà, et ensuite, donc nous sommes excusés, il dit qu'il ne pouvait pas venir, M. Maillot de la cave Laure Marine, Sébastien Fortani et Anthony Martin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui devaient, selon vous, venir ou pas? Non? Vous n'avez pas eu d'informations là? Non. Bon, ben, du coup, moi je vous remercie d'être venu. J'ai souhaité organiser cette rencontre, bien évidemment, tenant la gelée noire qui nous a frappé et qui a frappé vos cultures. Et même si la ville est un petit peu démunie, hein, puisque c'est vrai que c'est pas dans nos compétences en tout cas de livrer des aides ou en tout cas d'activer des fonds. On est quand même solidaires, hein, et à vos côtés face à cette épreuve qui nous touche tous, puisque c'est vous qui nourrissez notre pays et qui nous abreuvez aussi. Et donc du coup, moi j'ai souhaité, dans la mesure de mes possibilités, prendre la tâche avec un ami ancien maire d'Andissan et qui est député, non pas de notre circonscription, parce que malheureusement le député de notre circonscription ne m'a même pas filé un coup de téléphone pour savoir ce qu'il en était, je ne vais pas dire son nom. Donc par contre, j'ai Philippe Huppé qui lui m'a appelé, voilà, pour me dire comment ça se passe chez toi, quelles sont l'ampleur des dégâts. Et donc je lui ai demandé s'il était d'accord, même s'il n'est pas député de cette circonscription, qu'il vienne ici. Il s'est proposé de venir à Vias pour vous rencontrer et se faire le relais de vos difficultés auprès de l'Assemblée nationale et puis surtout auprès du gouvernement, puisque on le sait, hein, les députés sont toutes les semaines, notamment lors des questions au gouvernement, au contact des ministres et peuvent avoir un rapport direct avec eux pour justement faire avancer les dossiers et surtout un dossier qui est celui de l'actualité, celui qui vous concerne par rapport à la gelée noire. Voilà, donc moi je ne vais pas en dire plus, si ce n'est voilà, vous expliquer le contexte de cette réunion, on va dire, de crise, voilà, pour prendre si ce n'est la température, avoir vos remontées d'informations et les difficultés que vous rencontrez pour que Philippe puisse répondre à vos questions et ensuite faire remonter vos problématiques, qui sont des problématiques certes locales, mais qui sont les mêmes au niveau départemental et régional, bien évidemment. Voilà, l'objectif de cette réunion, c'est avant tout d'avoir un moment d'échange, j'allais dire, de franche coudée pour voilà, interpeller le représentant de la nation qui est Philippe Huppé. Voilà. Donc Philippe, je te laisse peut-être dire quelques mots d'introduction et puis à ce moment-là, après on rentrera directement dans les échanges. Alors, je ne suis pas de cette circonscription, mais j'oublie rarement que ma famille est agatoise, donc alors c'est pas Vias, je suis bien conscient. Vias est sûrement bien mieux que Agde. Je dis exactement le contraire quand je suis en famille à Agde. Mais voilà, donc c'est important quand même que je vienne, que je me tienne au courant quand même des choses qui se passent ici, puis il y a des gens que je connais. Donc ça m'est un peu cher aussi au cœur. Moi j'attends alors,
je vais essayer d'éviter le discours du politique, c'est pas ce que vous allez entendre aujourd'hui, donc je ne vais pas faire ça. Et si vous avez des questions, avec plaisir, j'y répondrai. Pour rien vous cacher, normalement le Premier ministre va venir cette semaine dans l'Hérault. Je ne sais pas réellement où, j'espère sur Massiaco, je vous avouerai. Mais voilà, normalement il ne pourrait pas venir très loin d'ici. Et il essaiera d'y répondre. Il est bien conscient de l'exceptionnelle gravité qui touche non pas l'Hérault, mais toute la France. Alors c'est triste hein, pour les agriculteurs. En même temps, ça va aider l'agriculture dans son ensemble parce que ça touche vraiment tout le monde. C'est pas simplement la 5e circonscription ou l'Hérault ou 2 départements. C'est tous les départements français qui sont touchés d'une façon ou d'une autre. Maraîchage, viticulture, arboriculture, et même le fourrage est touché. Puisque là, il paraît que là, je vais y aller à la Salvetat, ils perdent la première fauche. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés d'acheter du fourrage. Donc la viande sera touchée indirectement. Donc vous voyez, vraiment tout le monde est touché. J'ai l'impression que le gouvernement, et pour ne pas dire, c'est plus qu'une impression, est bien conscient. Moi je pousse dans tous les cas pour qu'on aille au-delà des exonérations, car je crois que ces exonérations ne répondront pas au problème. Je veux bien vous exonérer du foncier, je veux bien vous exonérer des charges, mais comme on dit un peu vulgairement, quand l'œuf, on ne tombe pas un œuf. Quand vous n'aurez plus rien, je vous aurai exonéré de tout, mais vous n'aurez rien non plus. Je parle surtout là pour les coopératives, parce qu'il y a quand même beaucoup de coopératives dans l'Hérault. À partir de janvier-février 2022, il n'y aura plus d'acompte, normalement. Puisque si, j'ai vu beaucoup de villes où ils étaient gelés à 100%, même 80%. 80%, c'est même pas certain que vous vendangiez les 20% qui restent, ça dépendra le goutte en vrai. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'acompte? Donc moi, j'ai alerté le gouvernement là-dessus, ils en sont bien conscients. Et moi j'ai demandé à ce qu'on aille au-delà, c'est-à-dire qu'on reprenne ce qui avait été fait pour la Covid-19. Moi je ne sais pas si j'ai entendu, j'étais entendu, mais j'ai l'impression, ça ne veut pas dire que ça sera fait, mais ils ont entendu dans tous les cas, qu'il y ait au moins un fonds de solidarité. Comme pour la Covid-19, comme pour les restaurateurs, ainsi de suite, qui vous permettent de passer cette année, parce que ça fera un an et demi quand même pour la vigne, qu'il faudra tenir. Vous aurez les mêmes frais. J'ai l'impression, à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, vous allez me dire si je dis des carabistouilles ou des fadaises ou pas, mais vous aurez les mêmes frais et vous n'aurez plus de revenus. En général, et je ne vous lance pas la pierre, mais c'est un constat, vous n'êtes pas assuré. Dans l'Hérault, 16% des viticulteurs sont assurés. Donc je ne sais pas, mais sûrement autour de cette table, il y en a certains qui ne sont pas assurés. À partir de et parfois, il y en a qui sont mal assurés. Ça veut pas dire qu'il n'y a aucune faute de... Vous ne voyez pas mes propos comme des propos agressifs. C'est comme ça, parfois les assurances que vous avez prises sont à minima et ne vont pas arriver à vraiment couvrir vos pertes. Et de quoi vous vivez. Donc il faut à tout prix qu'on vous fasse passer ce pont, c'est-à-dire ce pont d'une année, une année et demie. C'est pas seulement une année, il faut arriver jusqu'à la vente, jusqu'à la revente en plus. Donc ça peut être plus long et que la vigne se remette en état aussi, de produire, et de produire à 100%. Je ne suis pas persuadé que ce soit à la prochaine récolte de 2022 que la vigne soit en état de produire. Alors je sais qu'il y a des maraîchers autour de cette table, ce que m'a dit monsieur le maire. Donc là je parle que vigne, mais vous voyez, mes propos sont pour l'agriculture en général. Voilà. Et les aides seront pour l'agriculture. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis prêt à répondre à vos questions. Il y a des coins et je finis juste par là, il y a des coins dans l'Hérault qui sont moins impactés que vous. Hier, j'ai fait le tour dans le Minervois, je suis resté j'ai vu une dizaine de 5 ou 6 caves coopératives et en tout une dizaine avec des caves particulières, ils sont beaucoup moins impactés. Voilà. Ils sont quand même impactés. Il y aura parfois des viticulteurs qui seront touchés à 100%, mais d'autres qui ne seront pas du tout touchés. Voilà. Ça dépend, mais en général, à part ce côté du Minervois héroltais, ou de Minervois audois, peu importe, tout le département est touché. Et moi, autour de chez moi, à Dissan, Cabrières, Fontaise, Clermont-Lérault, ainsi de suite, c'est à 100%. C'est raclé, tout est noir. C'est vraiment impressionnant. Oui. Excusez-moi. Ouais, c'est pour ça que je disais avant la réunion, quand aux gens qui étaient là, il faudrait, mon père a eu une idée, bon, c'est pas gagné, hein, ouais. Mais il faudrait essayer de faire relier le truc qui repousse l'arrêt du glyphosate de 2 ans de plus. Parce que tout le monde n'achètera pas les hectares cette année. Ah non, l'investissement, je suis d'accord avec vous. Il y aura des freins sur l'investissement. On n'a plus le droit de mettre je ne sais pas combien depuis avril, là, on n'a plus le droit, il ne faut pas dépasser un litre, je ne sais pas quoi. Ouais. Ça va être à la 14 là. Ouais.
Mais il y a plein de gens qui décommandent les intercepts, justement. Ah oui. Ah, mais on me l'a dit, oui, que les investissements étaient gelés. Et ce que je comprends, je serai à votre place, j'investis plus, j'ai plus d'argent. Donc j'investis plus, je comprends ça. C'est pas gagné, mais bon. Non, ça c'est pas gagné, je Si vous on ne avoue. demande pas. Oui, il faudra voir comment on fait pour vous soutenir, oui. Bien sûr. Voilà. Et sur les cultures, pour que le fait que vous cultiviez ne coûte pas beaucoup plus cher alors que vous n'avez plus d'argent. Ouais. Je suis d'accord. Surtout que la taille, déjà, normalement, devrait vous coûter plus cher puisque vous serez plus lent sur la taille, ce qui est normal, puis ça risque de repartir en buisson. Donc vous êtes obligé de retailler avec plus de précision. Normalement, je ne suis pas viticulteur, je suis qu'un perroquet de ce qu'on m'a dit depuis un certain temps. Je suis, voilà. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, j'accepte toute erreur. De toute façon, cette année, je ne serai pas vexé. Il faut travailler normalement jusqu'au mois de juillet, hein, parce que ça va faire que du bois. Et on sait très bien que la récolte de l'an prochain s'assure maintenant. Ah oui. Les raisins, ils se font maintenant pour l'an prochain. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre l'engrais, il faut arroser, il faut. Voilà. Après, on peut limiter un traitement pour les verts, parce que s'il n'y a pas de raisin, les verts ils resteront où ils sont. Hein. Ah oui. Et ça ne fait pas énormément, quoi. Ça fait pas énormément. Mais il faut travailler pareil, quoi. Labourer, mettre l'engrais, arroser, essayer pour faire du joli bois pour l'an prochain. Parce que s'il n'y a pas de bois, c'est pas la peine, l'an prochain, il n'y aura rien. Et normalement, si on travaille comme il faut, cette année, l'an prochain, la récolte explose. Hein. Normalement. Pas trop ça. Normalement. Non, mais nous, ça nous est arrivé déjà d'être gelé. Et toi, t'as touché à combien de pourcents? 80%. 80%. À peu près. L'expert est venu hier. D'accord. T'es assuré, toi? Ouais. Vous êtes bien assuré sans indiscrétion? Ben, j'ai 10% de franchise. Ouais. Et j'ai séparé les rouges et les blancs. D'accord. Bon, normalement, on doit avoir un petit quelque chose. Donc vous ne serez pas à zéro. Normalement, l'assurance va vous verser quelque chose. Plus Ouais, mais que bon. ce que vous avez versé. Je parle pour tout le monde. Ah non, hein. non, pour tout le monde, c'est une catastrophe. Je suis d'accord. C'est sûr que c'est priorité à ceux qui ne sont pas assurés. Moi, les aides, c'est priorité à eux, hein. C'est pas priorité à moi. Hein. Non, mais je suis d'accord. Ça, c'est certain. Justement, ceux qui ne sont pas assurés, en fait, il y a le régime calamité agricole. Et en fait, comment ça se passe concrètement? Alors, on va aller vite. On va éjecter tout de suite ce dossier. Le régime calamité agricole a été ouvert par le gouvernement. Il a été déplafonné. Il ne concerne pas la vigne. Ah, Il concerne les plantiers. Par contre, si vous avez des plantiers gelés, oui, ça oui. Parce que ce n'est pas assurable, le plantier. Mais tout ce qui est assurable n'est pas sous le régime de la calamité agricole. d'accord. Alors du coup, en fait, moi, je vais réfléchir. Désolé de le dire aussi brutalement, mais au moins, bon, c'est dit, c'est fait. Mais c'est pas qu'on n'en discute pas, mais au moins, c'est franc. Voilà. Ouais. Non, mais c'est... Parce qu'en fait, le problème des assurances, pourquoi on n'est pas assuré, c'est que le problème des assurances, c'est que la plupart du temps, on paye des primes très très élevées. Et quand on a un sinistre, moi il y a 2 ans j'étais grêlée. J'ai été grêlée sur 25 hectares, mais vraiment méchamment. Et au final, ça m'a remboursé la prime pour 2 ans, quoi. Ma prime d'assurance pour 2 ans. Donc c'est vrai que on fait le calcul. Le gel, il n'y en a pas. La grêle, c'est vraiment très localisé. Et donc, autant s'auto-assurer, quoi. Donc, et donc, voilà. Et donc, en fait, je sais pas, il y avait eu un mécanisme par le biais des DPA qui avait été mis en place, mais qui est un mécanisme purement fiscal. Et c'est vrai que du coup, c'est très, très compliqué à mettre en place. Les comptables ne veulent pas. Et je ne sais pas s'il ne faut pas mettre en place un mécanisme justement comptable, purement comptable, qui permettent justement de pouvoir s'assurer de ne pas payer des primes d'assurance qui, au final, sont parties dans la nature et qu'on récupère très très peu, quoi. Si vous permettez, je vais être un peu plus long pour répondre. Ouais. Depuis quelques années, on s'aperçoit que l'aléa climatique il est vraiment lent. Oui. Alors, on discute ou on ne discute pas, peu importe, il y a un réchauffement ou un aléa climatique, on appellera comme on voudra, mais le climat est en train de changer. Depuis quelques années, il y a quand même des à-coups. Un coup la grêle, un coup de chaud qui brûle une grosse partie du vignoble, maintenant la gelée. Donc, pour l'assurance, on prend souvent la moyenne olympique. Les 5 ans, on enlève les 2 extrémités, on garde les 3 années au centre. Les 3 années au centre sont mauvaises. Pour beaucoup, après peut-être pas pour vous, mais aucune n'est à 100%. À chaque fois, il y a fallu vraiment de bonnes récoltes. Donc ça fait une assurance déjà qui va tabler sur un petit revenu. Ah, c'est ça. Tout ça, il faut qu'on le revoie, je pense. Le gouvernement est bien conscient, le ministre de l'Agriculture l'a dit dans l'hémicycle, ils sont bien conscients que le régime assurantiel n'est pas bon. Donc il faut qu'on le repense. Ben, surtout pour la perte de récolte, parce que, Oui. étant donné qu'il y a de plus en plus de catastrophes, les prix sont de plus en plus élevés et du coup, ben, on a tendance à
à moins les prendre. Oui, oui. Ce qui est une erreur parce que c'est un cercle vicieux. Oui. Mais je comprends très bien qu'on ne le fasse pas, attention, mais non, au niveau du régime assurantiel, c'est une erreur. Donc je pense, hein, alors je suis désolé de vous le dire aussi brutalement, mais je pense qu'il faudra que petit à petit on arrive à ce que tous les agriculteurs soient assurés. Car ça permettra de baisser les prix. Parce que s'il n'y a que 16% d'assurés, vous avez bien compris que le régime assurantiel est un régime privé, donc il faut qu'il arrive à un équilibre. Il peut rembourser des choses, mais il faut rentrer cet argent pour ensuite le redonner. Et qu'eux-mêmes fassent tourner leur structure. Donc s'il n'y a que 16%, mais c'est certain que les prix vont être hautes pour un petit remboursement. Donc il faudrait qu'on arrive. Moi, honnêtement, hier, j'étais à la cave de la Vinière. Alors certes, c'est le Minervois, mais ils sont assurés quand même à 60% des agriculteurs, donc des coopérateurs de la cave de la Vinière. On dira sont des riches, ce qu'on nous a tout de suite dit. Bon, je veux bien, mais chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, ils sont riches. Ça veut dire que tous les agriculteurs sont riches quand on écoute les autres. Mais ils ne sont pas plus riches qu'ici, sont assurés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été déjà gelés en 98. C'est ceux qui m'ont expliqué, ils m'ont dit, la Vinière a été rasée en 98, déjà gelée, et ça a incité, puis ils ont aidé. Et puis il y a la PAC, on oublie souvent que la PAC aide aussi financièrement. La cave a voulu aller dans ce sens, donc l'a aidé, a soutenu financièrement, ils sont assurés. Plus ou moins bien. Je ne dis pas qu'ils sont bien assurés, ils sont plus ou moins bien assurés. En fait, si vous voulez, dans le coin, dans le secteur de Biesse, on a quand même une influence marine qui fait que on a moins de gel qu'à la Vinière ou autre. Du coup, on n'a pas pris ce risque d'assurance, enfin on n'a pas pris l'assurance parce que le risque est faible chez nous. Vous n'avez pas pris l'assurance climat? Oui. Voilà. Et l'assurance climat couvre tout quand même. Pas que le gel. Oui, je suis d'accord avec vous, effectivement. C'est l'assurance climat que vous n'avez pas pris. Je ne veux pas être méchant à chaque fois, ne le prenez pas mal ce que je veux dire. Non. Oui, je suis d'accord, oui. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a eu là. 15 ans. Oui, voilà. Ne le prenez pas mal à chaque fois ce que je dis. Surtout pas, je ne fais pas compte. Effectivement, la PAC vous pousse à être assuré puisqu'il y a un complément si vous avez l'assurance globale. Entre 600 et 700 euros, ça dépend ce qu'on est après. Mais je pense honnêtement qu'il faudra qu'on arrive sur cette assurance, qu'il soit généralisé, mais ça ne suffira pas. Je crois qu'il faudra qu'on crée un fonds catastrophe naturelle, comme il existait avant. Il faudra qu'on le recrée, ce fonds catastrophe naturelle, car même les assurances n'y arriveront pas, même si vous prenez, il y a trop d'aléas climatiques, il y a trop de coûts qui sont répétitifs et qui sont trop près dans le temps pour que les assurances trouvent leur équilibre à terme. C'est la même chose pour les inondations. J'avais auditionné les assurances et elles disaient qu'il y avait trop de coûts en France, il y avait trop de lieux qui étaient inondés, ça coûtait trop cher maintenant pour qu'ils arrivent à se faire réassurer à l'international. Donc ils n'y arrivent plus. Donc à un moment, et bien évidemment, ils ne pourront pas augmenter en vitam aeternam les demandes dans les conventions. Ouais, c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut peut-être aussi réfléchir à un mécanisme comptable qui permette dans les bonnes années de pouvoir provisionner. Oui. Ça reste dans les comptes et ça permet aussi, en plus de l'assurance, de pouvoir ressortir ces sommes qu'on aura provisionnées. Mais qui soit purement comptable et pas fiscal, parce qu'en fait, le DPA, je ne sais plus comment ça s'appelait, dotation pour aléa, que pas mal de personnes ont pris, mais c'était une aberration parce qu'on était limité dans le temps et il fallait le re-rentrer, c'était purement fiscal, il fallait le rentrer à un moment donné. Et au moment où on a le sinistre, on n'en a plus, quoi. Donc je pense en fait c'est mieux de plutôt réfléchir à un truc comptable qui permette de... La réponse sera multiple, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais il faudra ces assurances privées, il faudra aussi un fonds de calamité agricole où il y a de l'argent et que l'État ne vienne pas piocher quand on se dit mais c'est bien, on en manque un pour le prendre là. Et en même temps, il faudra aussi peut-être aider à faire des réserves, à garder donc, et défiscaliser. C'est-à-dire que le vin que vous garderez, qui vous permettra de lisser en vrai les bonnes et les mauvaises années, de lisser au moins le revenu et ne pas perdre des marchés, parce que ça va être l'effet secondaire, vous permettra de le sortir et de le fiscaliser quand vous le sortirez, pas tout de suite. Donc il y a tout un faisceau à mettre en place pour le futur. À l'heure actuelle, dans tous les cas, tout ça n'existe pas, il faut qu'on le pense et qu'on le mette en place. Et je vous avouerai, parfois on peut l'imposer, parce que
C'est un peu le serpent de mer, le côté assurance. Hein. Ça fait, depuis que je suis élu, même avant, en tant que maire, je l'entendais et rien n'avançait. Un coup, la Champagne ne veut pas, un coup, les Languedociens ne veulent pas, un coup, le Bordelais ne veut pas. Enfin, il y a toujours quelque chose qui n'a pas. Donc, à un moment, il faudra peut-être l'imposer et dire c'est comme ça, point. Un professionnel s'assure. Vous êtes assuré pour vos voitures, en tant que privé, le commerçant est assuré, ainsi de suite. Vous êtes des professionnels, vous vous assurez. Parce que l'aide nationale, la solidarité nationale, c'est bien gentil, mais elle ne viendra pas en permanence, parce que là, c'est en milliards que ça va se compter, quand même, parce que tout le monde est touché en France, donc ça va se compter, encore peut-être les Alsaciens, comme il dit, ils n'avaient pas découvert, ils étaient en retard, la vie n'est pas trop touchée. Mais autrement, tout le monde est touché. Donc ça va se compter cher, très cher, et ça ne pourra pas être tous les ans, ou tous les 2-3 ans. Donc il va falloir qu'on se prenne un peu en main. Je dis on parce que j'habite ici, donc je considère que je vis avec vous, c'est pour ça que je vous permets de dire on. Je n'aurais pas cette prétention de dire que je suis viticulteur. Mais il y a Olivier qui voulait intervenir. Avant de faire partager mon expérience que j'ai sur les assurances, parce que j'ai une bonne expérience. Mais mets ton micro, c'est pour que tout le monde Oui, entende. je voulais vous poser une question sur les vignerons qui sont assurés, comme moi. Vous avez dit ceux qui sont mal assurés ou pas très bien. Alors moi, je suis assez bien assuré, mais vous savez qu'il y a des franchises en fait. Et donc j'ai une franchise de 30%. Je suis gelé à 90% à peu près. Je voulais savoir si on aura quand même si on est moins prioritaire, ça je sais que c'est qu'ils ne le sont pas, il y aura quand même des compensations, parce que 30% c'est beaucoup quand même. Voilà, donc est-ce que, même si vous disiez que les exonérations ça ne fait pas tout, est-ce que c'est prévu, l'impôt foncier, les années blanches, c'est pas gratuit à la banque, mais enfin je pense que ça sera un mécanisme assez automatique. Est-ce que ça c'est prévu quand même? Ou est-ce que pour l'instant on dit que bon, c'est que les gens qui sont pas assurés? Quelles sont les remontées? Ça c'est prévu. Et j'en ai pas parlé parce que c'est tellement évident. Mais c'est bien que j'ai la question que j'y réponds. Mais pour moi c'était tellement évident et tellement insuffisant que je suis allé vite dessus. Oui, c'est prévu et ça arrivera. Les exonérations arriveront, les reports. J'aime pas dire report parce que le report, à un moment, vous le paierez et dans 1 ou 2 ans, la MSA, pardon, vous la paierez. Donc, et on voit que là, la MSA, par exemple, il y a eu des reports depuis janvier-février, ils vous réclament. Et ça embête certains quand même, pour pas dire que ça vous met un boulet, quoi. Ça vous met un boulet. Non, mais je sais pas s'il y a quelqu'un dans la MSA, excusez-moi. Mais non, parce que Sandrine, mon adjointe, elle est aussi viticultrice. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que je vous entends ronchonner depuis tout à l'heure. Mais, et on m'a dit que ça arrivait depuis janvier-février. Voilà. En même temps, il faut des aides. Hein. Enfin, il faut aussi préparer le futur. Mais dire report, voilà, c'est reporter le problème. C'est pour ça que je préfère parler d'exonération. Il y aura des exonérations, bien sûr. Et alors, pour ce qui est de les classiques, elles arriveront. De mon expérience sur les assurances, c'est vrai que je ne vais pas citer de compagnie parce qu'on n'est pas là pour faire de pub ou quoi que ce soit. J'ai juste cité mon expérience. Moi, j'ai été gelé assez sévèrement en 98 et je débutais. Et depuis, je suis assuré parce que franchement, j'ai dit, c'est pas les statistiques que moi, j'y crois pas, donc je m'assure. Et pendant très longtemps, j'ai payé très très cher. J'ai à peine 25 hectares et je payais plus de 10 000 € d'assurance. Mais je l'ai payé parce que la PAC nous a remboursé la moitié. La PAC, voilà, c'est pour ça que je trouve fou, c'est qu'on ne communique pas assez. C'est que moi, je pensais que les gens le savaient, mais la PAC nous rembourse presque la moitié. On est à 46%. Donc sur les 10 000 €, en fait, ça m'en coûtait 5. Donc ça restait intéressant. Et un jour, j'ai juste fait, et je crois que c'est grâce à toi, Pierre, à une réflexion que tu m'avais faite, j'ai changé de compagnie, j'ai fait faire des devis, et je suis tombé, tenez-vous bien, pour le même contrat, à 1 800 €. Alors, quand on paye plus que 2 000 € et qu'on vous rembourse la moitié, ça vaut le coup. Non, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Après, c'est une assurance à la carte, c'est-à-dire que chacun choisit le rendement et le prix qu'il va obtenir. Bon, moi, je suis à un minimum, on va dire, mais ça reflète un peu la réalité, parce que les rendements que j'ai, surtout à Viasplage, sont assez bas. C'est le sel, c'est tout ce que tu veux. Et chacun fait comme il veut à ce moment-là. Et je pense que l'idée de rendre cette assurance obligatoire,
va faire baisser très sensiblement. Parce que moi, j'étais effaré du peu de gens qui sont... Je ne pensais pas que si peu de vignerons soient pas assurés. J'étais très étonné qu'à Preigne et tout ça, vous ne soyez pas assurés. Vraiment, j'étais étonné. Je pensais que vous aviez... on est assuré pour la grêle, oui, pas pour le gel. Pas pour le gel. Eh ouais. Mais alors c'est vrai que statistiquement, tu as raison. Ouais. Mais... Non, mais et on paye des contrats on paye des contrats chers. Je pense que c'est une histoire de faire avec. Moi, ça fait très longtemps que ça fait plus de 20 ans que je prends des assurances, donc j'ai l'expérience, tu vois, du terrain de ça, vraiment. Hein. Voilà. Parce que tu as été gelé en 98, c'est vrai que... J'ai été gelé tout jeune et franchement, ça fait trop. Et cette fois, celle-là, elle ne pardonne pas, parce que là, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu, voilà. Après, il y a des questions aussi pour ça, pour répondre. Hein. Mais est-ce que les assurances, avec tout le monde qui est gelé en France, ils vont suivre? Qu'on soit bien assurés ou pas, est-ce qu'ils vont suivre? Honnêtement, il y a un contrat. Donc ils suivront. Oui. Toutes les assurances, en fonction de votre contrat, bien sûr, sera en fonction du contrat que vous avez signé. Suivra, bien évidemment. Là, il y a une convention qui va suivre ou pas, alors ils vont quand même suivre. Oui. Et le gouvernement a donné aux banques et aux assurances, ils les ont vus, ils ont donné des consignes, comme quoi il fallait aller vite surtout. Voilà. C'est pas simplement suivre. Là, suivre, ça se discute pas, mais il faudra aller vite. Parce que moi, parce qu'en 2017, donc nous, on est assurés depuis 2017, parce qu'il y a la castagne qu'ils ont pris, Florence, hier, on était passé au 3R, on n'était pas assurés. Hein. Bon, on a serré les fesses jusqu'au mois de mai, et après, on s'est assuré. Mais alors, moi, on m'a dit, c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, je ne suis pas assureur, moi. Mais soi-disant que ceux qui ont morflé en 2017, eh bien maintenant, ils ont morflé cette année, ils ne savent pas si l'assurance est bonne suivre. Ça fait 2 ans qu'on circoule. Honnêtement, s'il y a contrat, elles suivront. Et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois cette tentation auprès des assureurs, c'est-à-dire, et il paraît que certains le font, vous commencez à me coûter cher, je vais donc soit vous mettez tout le paquet, ça veut dire que vous assurez complètement chez moi, soit vous allez voir quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il y a certains assureurs parfois qui disent ça. Vous mettez tout, parce qu'en vrai ils veulent essayer d'amortir le coût. Vous mettez tout, soit vous assurez simplement, alors c'est pas possible, c'est une assurance climat, disons n'importe quoi. Vous assurez simplement pour le gel, ah non, je ne vous prends pas que pour le gel, je vous prends déjà pour le climat, et ensuite si vous mettez toute la propriété, c'est encore mieux. C'est vrai qu'il y a cette tentation parce que, en vrai, il n'y a pas assez de gens qui sont assurés. 16% dans les roues, 30% dans le Gard et 20% dans l'autre. Voilà ce que c'est que l'assurance. Donc vous comprenez bien qu'il y a encore de la marge pour arriver à 50%. Et il faut qu'on y arrive, qu'on dépasse cela. Mais ça ne suffira pas. Je crois qu'il faut aussi des fonds de calamité agricole qui sont mis en place et qui sont sérieux. Voilà. Et parfois, on a besoin de tout. Le gouvernement a bien compris, parce que je crois qu'il n'y a pas que des viticulteurs autour de cette table, le gouvernement a bien compris que tout ça va être en fonction d'eux. Il y aura une réaction plus importante pour les maraîchers, ça dépend l'arrivée du produit, l'arrivée de la production. Si elle arrive maintenant, la production va... Alors que peut-être pour la viticulture, on sait que le gros problème va arriver surtout en janvier-février 2022, pour ceux qui auront pu. Mais là, le gouvernement va prendre un peu plus de temps pour mettre tout ça en place. Mais ça sera mis en place, donc ça se déclenchera quand on en aura besoin. Après, pour les autres, ça se déclenchera avant. Si c'est maintenant l'impact économique, ça va se déclencher très rapidement. Et voilà, c'est sûr, je voulais juste faire cette précision. Oui, il y a les demandes de prise de parole. Oui. Allez. Je sais pas si. Je voulais souligner là, à ce sujet justement sur la longueur de temps, en fait. On a donc un problème à ne pas récolter en septembre, mais il y a une perte de part de marché immédiate qui va suivre derrière. Alors là, en ce moment, la personne, moi j'ai un œnologue qui va s'occuper de ça, qui est en train d'essayer de trouver des vins 2020, et puis il va falloir ensuite, ça c'est le rôle du commercial, convaincre les clients que le millésime de 2021, ils ne l'auront pas en décembre, en janvier ou en février, mais probablement en mars, avril. Mais ensuite, il va manquer effectivement des volumes, et donc les entreprises auront probablement... celles qui le peuvent, à acheter des vins, mais beaucoup plus cher, puisqu'effectivement les volumes disponibles sur les marchés seront réduits. Notre région fait très peu de blanc. Et par exemple, bon, c'est un hasard, hein,
mon entreprise a été plus gelée sur les blancs que sur les rouges. Voilà, donc ça donne une idée un petit peu. Voilà, oui, c'est un petit peu un premier, mais le glissement des difficultés, acheter des vins beaucoup plus chers pour des prix de vente qui, eux, vont rester constants, ça c'est une évidence. Prix de vente, bouteille, bag box, etc. Et ça va glisser sur le premier semestre, voire, Pierre le disait très bien, jusqu'à la récolte 2022 en fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, il y aura des pertes de marché à terme, ça c'est certain. C'est pour ça qu'il faut faire attention. J'ai entendu certains de vos collègues qui me disent « Ah oui, mais il faut taxer les négociants tout de suite pour qu'ils n'achètent pas du vin à l'étranger. » Je pense que c'est une bêtise, honnêtement. Parce qu'il faut que les négociants gardent leur marché. Pour l'instant, ils ne pourront plus s'approvisionneront moins en France parce qu'il y aura moins de vin. Mais il ne faut surtout pas leur dire « vous approvisionnez nulle part. Autrement, ils meurent eux aussi. » Donc surtout pas, il faut les laisser un peu s'approvisionner à l'étranger, tout en disant que c'est du vin étranger. Soyons clairs aussi, on ne francise pas. C'est du vin étranger, et ensuite ils reviendront, mais laissons-les vivre, ces gens. Et ça, c'est important. Le vin risque d'augmenter. Quand il n'est pas déjà prévendu, je vois dans certaines caves coopératives, il est déjà vendu quand même. Il est toujours dans la cave coopérative, mais il est vendu, donc le contrat est passé. Est-ce que les négociants voudront revenir sur le contrat pour aider ou soutenir ou acheter un peu plus cher, c'est pas certain. C'est un contrat quand même. Donc comment on casse un contrat, à eux de voir. Est-ce que le vin va augmenter? Oui, il risque d'augmenter. Et il y aura des pertes de marché qu'il faudra aller... alors est-ce qu'elles seront compensées? Je ne pense pas. Il faudra qu'on reparte... C'est pour ça que ça va durer plus d'un an. Ça va aller au-delà de la récolte. En vrai. Il faudra reconquérir des marchés. Même si on augmente un peu, ils ne vont pas couvrir la perte. Non, il compensera à peine. Enfin, je suis d'accord. Oui. Parce que c'est des requins qui négocient, attention aussi. Oui, bien sûr. Moi, je vais m'en sur les négociants. Non. Mais on ne pleure pas sur les négociants, mais on en a quand même besoin. Et s'ils vont en Espagne, ça risque de fumer. En Espagne, ça a gelé, attention. En Italie, ça a gelé. En Espagne, c'est malheureux pour les gens. Alors, on ne peut pas se satisfaire de... Ils ont déjà fumé, ils risquent de refumer. Dans les années 80, ils fumaient, mais là, ils risquent de refumer, ça fait ça. Oui. Mais on ne peut pas se satisfaire du malheur des autres, mais les principaux producteurs, c'est la France, l'Espagne et l'Italie. On n'est pas à égalité, mais on a tout gelé quand même. Donc il n'y aura pas un qui va écraser l'autre. Il y a une régulation des stocks qui va se faire. Il y a une régulation automatique des stocks qui va se faire. Parce que la crise Covid a créé beaucoup de stocks. Alors bon, il y a une distillerie. Au passage, on a été quand même aidé. Faut pas déconner. Voilà, alors on me dit, il ne fallait pas distiller. Bon, je immédiatement, t'es bien gentil, mais en juin, toi-même, tu me disais que tu voulais distiller quand même. Et dis-moi, elle a distillé, ta carte. Il ne fallait pas distiller, t'as distillé. Et oui, bon, t'as raison, sur ce coup, je te l'accorde. Bon, à l'époque, on était bien contents de distiller quand même. Donc maintenant, c'est vrai qu'on se dit, on n'aurait pas. Et en même temps, certains m'ont dit quand même qu'ils avaient distillé des vins qui se vendaient plus. Aussi, ça a permis de nettoyer les caves. Ce qui se faisait régulièrement quand on distillait, là ça a fait, et c'est très bien, ça a assaini le marché. Ça va vraiment. Alors là, ça va le rendre propre. Oui, la distillation plus le coup de gel, alors le marché sera propre. Là, il n'y a plus rien, donc ça va. Oui, parce que les stocks recommençaient à se constituer vu que la récolte 2020 a été bonne aussi. Donc ça va assainir un peu le marché sur les rythmes, sur les bons. Après, ça va le perturber beaucoup quand même. Ça va quand même beaucoup le perturber, ça va faire quand même beaucoup de malheurs humains. Moi j'ai vu, et c'est ce qui m'a le plus marqué, je vous avouerai, et peut-être que vous avez été dans ce cas. Vendredi, maintenant on commence à prendre du recul, donc il fait beau, il pleut plus. Donc, mais enfin vendredi, moi j'ai vu l'après-midi quand j'étais là, j'ai vu des gens, des viticulteurs qui étaient. Les larmes n'étaient pas loin des yeux. Ils avaient déjà pleuré le matin, ils étaient devant moi, ils ont essayé de se tenir. Mais on sentait bien qu'il y avait une certaine désespérance, tant dans leur voix que dans leur regard. Ils étaient presque apathiques. Donc il faut faire attention à ça. Ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. Et ça va nettoyer le marché à long terme, je suis d'accord. Immédiatement, qu'est-ce qu'on fait pour... c'est bien gentil de nettoyer le marché, mais s'il n'y a plus personne sur le marché, ça ne sert à rien. Donc il y a de l'humain, il faut entretenir cet humain pour qu'il puisse vivre de son métier dignement et se relancer quand la production reviendra. Et il faut maintenir, alors là c'est un peu inhumain ce que je vais dire, mais il faut maintenir l'outil de production. Voilà. Pour que vous puissiez vous relancer quand on en aura besoin. Voilà. Oui. Oui, pour qu'on puisse l'entendre.
Je vous ai entendu parler sur les aides, ça allait coûter des milliards. Bon, c'est sûr, ça va coûter très cher, mais depuis ce gel arrive en moyenne tous les 30-40 ans. C'est un peu comme une épidémie. Là, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait pour les restaurateurs? Il a sorti la planche à billets, 10 000 € par personne. Les restaurateurs, ils ne se plaignent pas. Nous, ça arrive très, très rarement, ce type de gel, surtout à la France. Moi, je pense que le gouvernement il devrait faire pareil, sortir la planche à billets et aider les agriculteurs. Parce que leur donner 10 000 € par mois sans contrepartie, je veux dire, c'est à peu près pareil, c'est le même style, c'est une épidémie. Bon, on aide les restaurateurs, c'est très bien. Là, les agriculteurs, ils ont pris un coup dur. Le gouvernement, ils disent ceux qui sont assurés, ceux qui ne sont pas assurés. Les restaurateurs, ils ne leur ont pas demandé si vous étiez assuré ou pas. Ils payent. Nous, c'est pareil. Nous, notre travail, c'est tous les jours, le samedi, le dimanche, il faut aller vérifier l'arrosage, ça, les vols, les dégradations. Maintenant, le gel. Moi, là, ce qu'on attend, je pense, c'est que l'État, il fasse comme les restaurateurs. Il faut allonger. C'est pas pour vous que je dis ça. Mais il faut une aide directe comme pour les restaurateurs. C'est mon avis. Comme je ne suis pas d'ici, vous ne voterez jamais pour moi, donc je peux vous dire ce que je pense. Et surtout, je n'ai pas la réputation de voter ou pas voter. Non, je suis d'accord avec vous, c'est une boutade. Et je n'ai pas la réputation plus de cacher longtemps ce que je pense. Je l'ai demandé, le fonds de solidarité pour les viticulteurs. Donc, vous allez dans mon sens, je suis ravi. Je vais tempérer un tout petit peu. Les restaurateurs n'étaient pas assurés. Soyons clairs. Quand on les ferme administrativement, ils n'étaient pas assurés pour la perte, donc c'était normal, puis ils étaient fermés administrativement. Où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous me dites la gelée est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. L'aléa climatique n'est pas exceptionnel. C'est en ça où c'est problématique. L'année dernière, je me souviens très bien d'avoir vu encore des viticulteurs j'étais dans les lignes avec eux, la vigne était marron. Le coup de chaud était passé dessus, après le 17 ou le 27 juin, je ne me souviens plus, elle était cramée, il n'y avait plus rien. Alors, c'était pas toute la France, d'accord. Il y a eu des gelées, il y a eu de la grêle, il y a eu des inondations, et ainsi de suite. Donc, on sent bien que l'aléa climatique est récurrent. Et en ce sens, j'insiste là-dessus, en ce sens, il faut qu'on arrive sur une assurance. Maintenant, immédiatement, je suis d'accord avec vous, il faut que, non pas la planche à billets, mais il faut que l'État vienne en solidarité aider les viticulteurs. Ou les autres, les agriculteurs dans leur ensemble, quand ils n'auront plus de quoi se nourrir, tout simplement. Car on a besoin d'eux. Et vous êtes quand même une force sur les territoires. Enlevez la viticulture dans le Languedoc, ou dans l'Hérault tout particulièrement, et vous n'avez que des hermasses. Et des sangliers. Si on enlève la viticulture. Et des feux qui se propageront. Donc, à un moment, il y a un équilibre aussi territorial, un équilibre économique, et vous en faites partie. Et vous êtes un maillon fort. Même si après on vous dit que vous polluez. Ah bon, les assurances, ça, bon, moi je vais parler pour lui. Lui, il est maraîcher. Il est maraîcher arboriculteur. Maraîcher arboriculteur. Est-ce qu'ils ont assurance, les maraîchers arboriculteurs aussi? Pourquoi ils n'en ont pas? Parce que moi, je me suis renseigné. Il y a à la mutuelle agricole marche si on a juste une assurance incendie professionnelle. Mais on ne sait pas les démarches à suivre. Normalement, on devrait être indemnisé. Mais bon, on ne sait pas à quel niveau ni rien. Non, il me semble que vous êtes assurable. Non. Vous n'êtes pas assurable. En arboriculture, c'est pas assurable. C'est pour ça qu'il y a toujours on rentre dans le. Donc vous êtes assimilé à l'arboriculture. Donc la catastrophe naturelle vous couvrira. Voilà. Mais il faut avoir une assurance professionnelle à côté. Une assurance incendie, le fonds spécial. Si, ça va là. Bon, ça va prendre. Parce que moi, la perte, elle est immédiate. Moi, en arboriculture, elle est immédiate. C'est-à-dire, à partir de juin, je perds de l'argent. Oui. Je suis d'accord avec vous. D'ici juin, vous aurez des réponses claires, nettes et précises. Non. La fois dernière, en 2018, ça a pris. Je vous laisserai mon adresse et vous viendrez me tirer les oreilles. J'habite pas loin, c'est à Nissan. Ça va. Et je viens régulièrement sur Acte, donc ne vous inquiétez pas. Je connais un cousin en vous. Mais à Hérépion, c'est la même chose. Hein. Tous les arbres ont été gelés, cerisiers. Tous les arbres à noyaux, il y aura 0% de récolte, ils sont gelés à 100%. Et les pommiers, ils me disaient à Hérépion qu'il
ils étaient gelés à 80%, mais même les 20% restants, ils attendaient encore 10 jours, mais ils pensaient même être à 100%, même les premiers. Donc là, par contre, l'assurance calamité, le régime calamité agricole jouera, et donc les couvrira les choses. Mais ça c'est certain. Je reviendrai vers vous si besoin. Je vous laisserai mes coordonnées, comme ça, ou alors vous m'aurez par monsieur le maire, et vous tirez à 2 les oreilles. Mais je reviendrai physiquement. Pour être clair, toi tu as 2 activités, maraîchage et arboriculture. Non, c'est un tout. Il y a l'arboriculture et le maraîchage. Ouais. L'arboriculture, elle est touchée à 90%. Donc mais sur ça, tu auras le régime calamité agricole. Et le maraîchage, sur le maraîchage, j'ai perdu un demi-hectare de tomates. Ouais. Ça, je peux le combler, ça. Ça, je les replante dans la semaine. D'accord. J'ai une perte. J'ai une perte sèche. C'est une perte sèche en main-d'œuvre et en frais. Oui. Mais je peux le récupérer. D'accord. C'est plutôt sur l'arboriculture. Voilà. Sur l'arboriculture, là, tu as c'est rasé. D'accord. Monsieur Belvelou, vous? Moi, maraîcher, donc pareil aussi. Donc, j'ai perdu quelques planches, mais ça, on va les refaire. D'accord. Voilà. Mais au niveau assurance, pareil aussi, avant, j'ai contacté pas mal de compagnies d'assurance. Au niveau assurance, au niveau remboursement après, c'est que dalle, quoi. Proportionnellement à ce qu'on paye, on travaille pour les assurances. Donc j'ai préféré ne pas être assuré. Ça coûte cher si vous voulez être bien assuré, c'est ça? Ça coûte très cher. Et nous, le problème qui se pose, c'est que, c'est-à-dire pour calculer le manque à gagner, c'est pas évident. Au niveau rendement, cette année, je peux faire, je sais pas, je ne dis pas de bêtises, 10 tonnes hectares. L'année d'après, je peux travailler mieux, je vais faire 20 tonnes hectares. Donc, est-ce qu'ils vont compenser cette différence? Non, c'est pas possible. C'est que par votre taille, vous différenciez la production, donc, mais c'est l'aléa climatique qui compenseront. Si, il y a sûrement des moyennes, je pense qu'on va arriver sur des moyennes. Qu'est-ce qu'ils vont compenser? Il y a des choses qui sont quantifiables et des choses qui ne sont pas quantifiables. C'est ça le problème. Il y a un assureur, par exemple, qui prend 5 récoltes, il enlève voilà. la plus faible. C'est ça la moyenne olympique. Et il garde la moyenne entre la plus faible et la plus forte et il prend cette moyenne. Voilà. Ça reflète pas la réalité des choses. On est obligé de faire des moyennes parce qu'une année sur l'autre, même si on est bon, on ne produit pas la même chose parce que le climat peut être meilleur, il n'y a plus du tout ainsi de suite, donc on fait des moyennes. Ce qu'on appelle normalement, si j'ai bien compris, la moyenne olympique, c'est-à-dire qu'on enlève la plus mauvaise et la meilleure, et on fait une moyenne avec 3 années qui restent. On fait beaucoup de ventes au détail. Ouais. Et la vente au détail, on n'a pas de déclaration de récolte spéciale à faire au niveau de la MSA. Ouais. C'est-à-dire, on produit, on vend. C'est ce qu'on fait, on n'a pas. Et les assurances, elles ne peuvent pas se taper sur une déclaration de récolte. Ils se tapent sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires. Et là, c'est pas. Puis les maraîchers. Et là, le chiffre d'affaires, c'est la vente au détail. C'est la vente au détail. Ça ne reflète pas la réalité. Prenez-le comme une boutade. Vous ne serez pas assuré pour le black. Non, parce qu'il y a des restaurateurs qui s'en sont plaints. C'est pour ça que je le dis. Ils se sont plaints parce qu'ils gagnaient moins avec les 10 000 euros que quand c'était du black. Ils se plaignaient qu'on les assurait pas pour le black. Non, c'est une boutade, attention. On fait très peu de black. En plus, le maraîcher, c'est pas comme nous, viticulteurs. Nous, viticulteurs, moi j'ai 40 hectares, j'en fais 4 000 tonnes. C'est régulier, mais que les tomates, elles seraient obligées de faire 2 hectares ou de faire 3. Ils changent chaque année. Par exemple, moi cette année, j'ai doublé la mise en place au niveau surface. Ouais. Ah oui, juste cette année. Ouais. Non, mais bon, on est obligé de progresser d'année en année. Et une assurance sera toujours une assurance de la moyenne. Voilà, c'est ça. Ou alors il faudrait faire une déclaration réelle tout de suite et ce sera compliqué. Après à vous, mais ça peut être cher aussi. Voilà. Mais nous, en Biti, chaque année, on est obligé d'aller au mois de janvier-février, d'aller refaire la déclaration de récolte à l'assurance, de mettre les superficies, parce que les pentiers ne sont pas assurables. Chaque année, il faut remettre à jour le truc. Et si je me souviens bien, chaque année vous râlez parce que ça fait de la paperasse. Non, parce que l'assureur le fait. Oui, bon, ça va. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Encore? Oui. C'était juste pour, si vous pouviez résumer un petit peu ce que vous avez dit en début, ce qui va se mettre en place tout de suite. On a parlé c'est pas vous qui en avez parlé, mais je crois de provision, comme ça, je ne sais pas si
quand le mot provision est prononcé, j'ai l'impression qu'à Bercy, ils font des votes sur leur... Voilà, oui, c'est pour ça que j'ai entendu. Après, vous avez parlé de série d'exonérations, d'éventualité de recréer un fonds de solidarité. Est-ce que vous pourriez... Alors, je me suis mal exprimé. Immédiatement, ce sont les outils qui existent qui vont être mis en place. Le fonds de solidarité n'existant pas, c'est dans le futur. J'étais déjà... il faut prendre... il faut bien analyser ce qui arrive pour que ça ne revienne pas et qu'on puisse mieux y répondre, parce que je pense qu'avec les outils en place, ils vont tous être mis en action, ils répondront mal à la catastrophe nationale. Donc c'est pour ça que j'ai plaidé auprès du Premier ministre pour qu'on reprenne un peu les armes qu'on a utilisées pour le Covid-19, pour aider les commerçants et artisans fermés administrativement, pour qu'on vous l'applique, c'est-à-dire le fonds de solidarité. Parce qu'on n'a pas parlé du PGE, je pense que soit vous avez déjà un PGE, un prêt garanti par l'État, et vous n'irez pas sur un second, vous êtes déjà endetté, ça suffit, soit vous n'en avez pas, et peut-être que vous en ferez un si vous avez envie. Mais ça aussi, ça c'est une possibilité, donc à vous de voir. Par contre, sur le PGE, j'ai demandé ce prêt garanti par l'État à ce qu'il soit d'abord décalé sur sa première, son début de remboursement, et ensuite qu'il soit étalé sur 10 ans. Car là aussi, vous ne serez plus en mesure de le rembourser en 4 ans. Pour ceux qui ont déjà un prix, ça va être compliqué. Donc au moins qu'on l'étale sur 10 ans, l'amortissement sur 10 ans. Et surtout ce fonds de solidarité qui devrait vous aider. Alors, ce ne sera peut-être pas 10 millions, ça dépendra après vos chiffres d'affaires, vos déclarations de récolte. Mais qu'il y ait quelque chose qui nous permette de continuer votre travail, et donc le coût, et en même temps de pouvoir vivre, tout simplement. Sans trop... parce que vous ne serez pas tous en capacité de vous endetter éternellement. Parce que quand même, beaucoup de viticulteurs sont déjà endettés. Beaucoup de viticulteurs et d'agriculteurs sont déjà endettés. Rares, j'en ai vu peu, qui n'avaient aucune dette. Sachant que c'est pour ça qu'il faut aider, parce qu'il y a une tension sur les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire les jeunes et ceux qui sont en limite de partir à la retraite. Ceux qui sont en limite de partir à la retraite, il ne faudrait pas les tenter trop sans les aider, parce qu'ils pourraient dire, puisque c'est comme ça, je suis à 2 ans, j'arrache, je pars. Et la terre, bon, on verra, on a tendance à une air masse, ou alors je la vends à la casse, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs, et les jeunes n'ont pas envie vraiment de rentrer dans le métier. Donc il y a un problème démographique en plus dans l'agriculture. Parce qu'avec tous ces... Moi j'ai vu beaucoup de jeunes dans les cas coopératives des Hauts-Cantons qui me disaient, bon, on vient à peine, je ne suis pas persuadé de rester, quoi. Ça fait quand même 4 années de suite qui sont mauvaises. J'ai pas une année qui a été bonne sur les 4 dernières années. Donc à un moment, trimer pour rien, moi le jeune, j'ai pas vraiment envie. Donc ça c'est un danger aussi, parce qu'on connaît la moyenne d'âge dans l'agriculture, dans la viticulture, dans l'Hérault, mais dans la France entière, ça, elle est assez haute. Donc attention qu'à la fin, qu'il reste des viticulteurs. C'est alors quand vous arrêterez que vous ayez un repreneur, si c'est pas un héritier. Qu'est-ce que ça donne sur la coupe là, en Richière? Au début du c'est pareil. Non, mais par rapport aux acomptes que vous avez, par rapport aux charges, comment ça va s'organiser là-dessus? Là, on a conseillé ce soir. Non, parce que là, nous, en plus, il y a un câble neuf et tout. C'est justement parce que je sais que vous avez construit une très belle table sur Marseilla, qui est flambant neuve, qui a coûté quelques millions d'euros. Mais maintenant, si vous voyez beaucoup de viticulteurs, vous en voyez plus que nous, vous voyez un peu d'espoir. En fait, il y en a beaucoup qui sont en taille rase, comme nous. On s'est rendu compte là qu'il y avait des vignes qui étaient gelées, mais on a récapé complet. Et il y a des têtes qui n'étaient pas parties encore. D'accord. Qui commencent, on voit des bourgeons qui partent maintenant, mais qui seraient partis. Bon, il n'y aura pas 5 hectares, hein, mais je veux dire, qui serait parti, bon, avec moins de. Parce que les autres, ils ne plus là. Mais non, on en voit qui commencent à partir. Bon, il va falloir avoir, on va pas faire les 120 hectares. Mais. Dans les Hauts-Cantons, on fait plus 120 hectares depuis longtemps. Ouais, non, mais sérieux. Oui. Bon, après, ce qui est un bio, c'est très complet. Hein. Par contre, après, il faut voir les autres. Mais il y a quelques vignes, moi, j'ai fait principalement les merlots. Merlot, principalement, on voit des bourgeois qui étaient partis, qui étaient comme ça. Bon, là, c'est pour éclater. Ça va partir avec du bois, ce sera que du bois, si ça repart. Mais après, dessous, on voit quelques bourgeois qui partent maintenant, quoi. On va voir dans 10 jours. On va voir. Il faut attendre 10 jours que la chaleur revienne. Bon, c'est pour un peu donner un peu d'espoir, mais bon, on va pas faire 40 hectares, ou 20 tonnes, ou ça. Mais bon. C'est bien que vous me parliez de ça, parce que je pense, et moi je plaiderai, vous allez me dire si c'est juste ou pas,
Mais pour les caves privées, c'est la même chose, les caves particulières, c'est la même chose, mais surtout les caves coopératives. Le système cave coopérative, c'est le système des acomptes, et sur l'acompte, on garde un peu pour faire tourner la machine, tourner la cave coopérative. Le problème, c'est que si on rentre rien, et donc il n'y a plus d'acompte à partir de février 2022, janvier-février, comment la cave coopérative tourne, puisqu'il n'y a plus de rentrée financière. Donc moi j'ai plaidé aussi auprès du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture dans ce sens. Il faudra qu'on sépare les deux aides. Il y a une aide pour le viticulteur, et je suis pour un fonds de solidarité pour le viticulteur, tous les mois il toucherait quelque chose. Et en même temps, il faudra aussi soutenir la collectivité, c'est-à-dire la cave coopérative. Parce qu'autrement, vous avez des emplois, la cave coopérative tournera, même si elle tourne un peu moins, elle tournera quand même, il y a quand même de l'investissement, vous avez des emplois, enfin vous avez des charges, comme toute entreprise classique. Et là, il faudra par contre une rentrée financière. Donc comme vous ne pouvez plus mettre, si j'ai bien compris, depuis quelques années, vous ne pouvez plus avoir une ligne comptable où vous allez provisionner, vous avez le droit de faire de la dette, mais vous n'avez plus le droit de provisionner. Ce serait peut-être bien qu'on enlève cette loi, qui n'est pas une loi, pour qu'on puisse reprovisionner au fur et à mesure qu'on revienne. Parce que là, on s'aperçoit que vous n'avez pas pu provisionner, vous pouvez vous endetter. Ce n'est pas très sain, il me semble. Donc là, par contre, il faudra qu'on aide la cave coopérative, pas une aide différente du viticulteur, je crois. Mais, pardon, mais pour le vigneron aussi, en fait, c'est la double peine aussi. C'est pareil. En fait, il est viticulteur de côté, il fait son vin, et non seulement il ne va rien vendre, mais il n'aura rien à vendre. C'est-à-dire que ses clients vont tourner le dos en disant, bah, excusez-moi, vous n'avez rien. Et vous perdez le marché. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il faudra aussi aider. Je disais que c'était à peu près le même. C'est pas vraiment le même, mais on peut le comparer. Il n'y a pas de structure. Voilà. Donc là, il faudra voir à une aide peut-être unique, mais un peu plus importante, parce qu'il y a cette structure qui est derrière. Mais, et puis pour rebondir encore sur ce que disait Pierre, plus généralement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agribashing, etc. Ces histoires de glyphosate, ça a été fait, à mon sens, très bêtement, parce qu'il n'y a rien qui remplace le glyphosate, on va mettre n'importe quoi à la place, c'est ridicule. Et peut-être faire germer cette idée de repousser un peu ça. Je sais que ça sera compliqué, mais on peut toujours proposer. Sachant que sur la ligne, quand même, les volumes qu'on met, ils sont très faibles. Ouais, mais vous avez quand même une sacrée bande d'écolos qui n'ont jamais mis le pied dans une vigne, dans une culture, et qui font des leçons de morale. Sauf que la problématique, c'est que c'est des gens comme ça qui font du lobbying auprès de l'Europe et du gouvernement. Donc, malheureusement, il n'y a pas assez de vos professions qui parlent au creux de l'oreille d'un ministre. Alors c'est vrai qu'on a des députés comme Philippe et on compte sur eux pour faire avancer, mais c'est des dossiers quand même qui sont politiquement très compliqués à mener au niveau national. Voilà, parce que après, bon, on va pas rentrer dans la polémique des produits phyto, tout ça. Mais mon père, il a 68 ans, il est à la vigne depuis qu'il a 10 ans, ici son père de Porto, et il m'a dit, mon pauvre, il m'a dit, c'est de plus en plus compliqué à faire venir une belle récolte. Hein. Il a toujours un truc, hein. Il nous enlève de plus en plus de produits. Maintenant, il y a cette saloperie, bon, excusez-moi, parce que moi je suis vulgaire quand je parle. Il y a cette saloperie de crypto blablaise, là, je sais pas quoi, là, qui vient nous empirer quand on a un peu de verre. Et il se met dessus, et veille le matin, je ramasse tout, je veux dire. L'an passé, on a promis, j'ai mis qui était, on a eu ensemble, là. Moi j'ai promis 50 tonnes l'an passé avec cette connerie, hein. Et il n'y a pas de produit qui fait que. Si, il y en a, mais il faut passer devant la machine, en fait. Il faut passer devant la machine. Il faut vendanger, il faut traiter une semaine avant la vendange. Quand on est tapé la vendange, comme on neige la nuit et tout, on n'a pas mis de prendre l'appareil sulfaté et l'aller traiter. Et on nous enlève de plus en plus de produits. Et des vieux, bon, mon père, s'il était là, il m'engueulerait, mais des vieux comme mon père, de 68 ans, 70 ans, tout ça, mais c'est de plus en plus compliqué de faire venir une belle récolte, on va dire. De plus en plus compliqué. Alors, je vais être encore une fois honnête avec vous, ça ne plaira pas, ça je suis sûr que ça ne plaira pas. Au moins c'est clair. Mais le problème du glyphosate, vous l'avez perdu, le combat. Et honnêtement. Donc, soit vous vous accrochez à ça et vous restez dans la perte, la population ne veut plus le glyphosate. Je suis d'accord avec vous, rien n'est prouvé que ce soit nocif
pour la consommation. Initialement, on avait parlé du glyphosate, c'était pour le viticulteur. Parce que lui, il est en contact régulier avec le glyphosate. Donc, lui, ça pourrait être nocif. Pour le viticulteur, celui qui passe en vrai. Souvenez-vous, puisque vous parlez de votre père, à l'époque, on avait la machine sur le dos et ça coulait dans le dos quand même. Remettons-nous, il y a 20 ans avant, ou 30 ans avant, ça coulait et ça gênait personne. On s'en mettait presque sur la tête parce qu'on ne connaissait pas la dangerosité du produit. Je ne dis pas qu'on le buvait, mais ça coulait dans le dos. Moi, j'ai vu à 10 ans, ils me disaient, ça coule dans le dos toute la journée, c'était pas grave ça. On s'en fichait, on le passait. Il y a quand même quelques cancers à la fin, quand c'est à ce point aussi important. Mais dans la bouteille, c'est pas dangereux. Honnêtement, j'en suis bien conscient. Les doses qui sont acceptées maintenant, on ne reviendra pas dessus. Voilà. La bataille du glyphosate est perdue. Par contre, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, on veut bien investir, mais ce ne sera pas l'année. Ça, c'est certain. Les intercepts, beaucoup ne vont pas les acheter cette année parce qu'il n'y a plus rien. Donc là, il faut qu'on réfléchisse comment on fait pour ne pas freiner l'investissement. Ça serait la double peine. Vous avez plus de vendanges, en plus vous n'investissez pas pour le futur. Donc ça, c'est mauvais aussi. Donc il faut voir comment on fait aussi pour vous aider, vous soutenir dans l'investissement. Pas simplement dans le fonctionnement, mais aussi l'investissement. Voilà. Et entre nous aussi, je sais que ça ne plaira pas, mais peut-être qu'ici il y en a qui le font. Moi, j'ai vu des viticulteurs que c'est pas du glyphosate. Au départ, je disais exactement comme vous. J'ai vu des viticulteurs que c'est pas du glyphosate. Et aller dans le Faux-Gérois, alors vous me direz, ah, c'est les Faux-Gérois, d'accord, mais bon, ils y sont là. Aller au Pays Basque, alors que le Pays Basque, c'est mouillé. Même les cuivres, ils s'en passent de plus en plus. Ils ne sont pas de mauvais vins, soyons clairs aussi. Ils sont des bons vins. Et c'est comme ça. Au Pays Basque, allez-y, c'est à flanc de colline, et il y arrive à faire un vin très correct, pour ne pas dire bon. Bien. Et ainsi de suite. Donc, en Côte-Rôtie, on s'en passe aussi. À Bagneux, on s'en passe pas. À Bagneux, c'est un problème. C'est plus le problème démographique. Ils ont tous 75 ans. Sur des restants comme ça, ils n'y vont plus. Donc, il leur faut le glyphosate. Je suis d'accord. Là, je vais vous faire rigoler quand même. Les mots Faugère qui s'aiment pas, c'est d'accord. Faugère, c'est des carrosses comme à table là-bas. Vous voyez, dans la pelle de Dios, au bord du Livron, je l'en dirais pas. C'est un écart aussi, tout ça, comme on l'appelle, nous, mais genre petit charbon, là, ou le liseron, tout ça, là. Moi, je suis maraîcher bio. Et j'ai une expérience qui est en train de se mener actuellement avec un groupe de l'agriculture. Je ne sais pas si vous allez sur Internet, vous allez trouver Vers de Terre Production. Donc c'est ce qu'on appelle la belle vigne LBV. Donc c'est des anciens, c'est des viticulteurs, des jeunes viticulteurs aussi, qui passent vers un autre mode de production et qui s'en passent du glyphosate totalement. Donc il y a certains aussi qui passent ce qu'on appelle en maraîchage sol vivant. On s'intéresse plus au sol qu'aux produits. Et il y a... Oui. Donc, si vous allez sur Internet, donc Vers de Terre Production, il y a parmi les précurseurs, c'est Conrad Schrader. Il a travaillé avant avec lui, c'est un agriculteur depuis 30 années. Et il a travaillé avec les éleveurs. Donc, ils sont arrivés à des résultats très intéressants. Et pareil aussi en viticulture, donc on passe, c'est-à-dire maintenant, on n'utilise plus le glyphosate. On travaille beaucoup sur les couverts de sol. Donc, il faut changer carrément de vision des choses. C'est-à-dire, il faut oublier les anciennes pratiques. Eux, ils ont fait des essais, et ça marche. Et ça donne de très bons résultats, même au niveau rendement. Par moment, ça dépasse la viticulture, c'est-à-dire classique. Par exemple, pour aller dans votre sens, en biodynamie, je discutais avec un producteur à Maladienne, qui est connu à Luxembourg. Il paraît que c'est quelqu'un d'important en biodynamie. Les rendements, il y a une perte de rendement. Mais, au départ, il y a une perte de rendement. Même à la fin. Lui, ça fait 25 ans qu'il est en biodynamie. Il y a une perte, mais une meilleure qualité. Il considérait que le terroir, ainsi de suite, était préservé. Les vers reviennent, il y a une meilleure vie. Et lui-même, pour lui c'est bon, et pour le vin c'est bon. Voilà. Après tout se discute, moi je ne suis pas un jusqu'au boutiste, je vous avoue. C'est pas là la question, c'est-à-dire ça, il faut revoir
tout l'environnement. Oui, oui. Ce n'est pas uniquement question d'une année, parce que le problème qui se passe, c'est que pour régénérer un sol, parce que moi, bon, je ne vais pas attaquer le glyphosate. Le glyphosate, on sait très bien que, c'est-à-dire là, c'est de la matière chimique quand même, donc c'est pas innocent. Automatiquement, il y a des répercussions sur la vie du sol. Là, je parie avec tout le monde, on va faire des analyses de sol au niveau des vignes. Le taux de matière organique, il ne dépasserait pas les 1,2%. Parce que les produits chimiques qu'on utilise, notamment le glyphosate, ça pousse à la minéralisation de la matière organique. Et au bout de 10 ans, 20 ans, on va avoir des réserves. C'est pour ça qu'il faut se remettre un petit peu. Bon, je ne vais pas là donner des leçons, je pense à mon avis, ce n'est pas le moment. On aura d'autres occasions pour débattre, pour discuter. Donc je peux discuter avec tout le monde. Dans 10 ans, 20 ans, on aura des déserts, donc il faut revoir notre façon de faire. Moi aussi, pareil en bio, et certains me disent oui, on ne peut pas produire des concombres. Je leur dis mais si, parce que c'est tout un environnement qui doit être propice. Parce qu'on a massacré toutes les. Donc on a fait dans monoculture. Comment vous voulez qu'on ait des auxiliaires? C'est pas possible. Même au niveau, là actuellement, donc là, au niveau de vers d'état de production, vous allez sur Internet, donc ils ont mis en place ici des crises. Ils sont en train de rediscuter un petit peu au niveau de la vigne pour voir un petit peu, pourquoi pas donner un peu c'est-à-dire une vigne qui est plus solide, plus costaud. Parce que le problème qui se pose à la vigne, elle absorbe quoi? Elle absorbe que de la chimie. Comment vous voulez qu'on ait une vigne qui s'épanouisse? Même au niveau du système racinaire, vous creusez, vous allez voir comment il est. Vraiment, une vigne, elle va 10 mètres dans le sol, puiser les minéraux, puiser tout ce qui suit. Donc là, il y a aussi une réflexion qu'il faut mener dans ce sens aussi. Ce n'est pas uniquement d'un point de vue comptable. Moi, je suis maraîcher, j'accepte la perte, donc j'ai accepté de travailler avec les éléments, j'ai perdu, je refais. Bon, c'est sûr, à côté, il faut un petit fonds de soutien, ça c'est normal. Il faut une petite trésorerie à côté pour qu'on puisse reprendre. Mais il ne faut pas que ça nous pousse à une pompe assez chimique. J'aurais une tendance à suivre votre raisonnement et être d'accord avec vous. À partir du moment où économiquement c'est viable pour. Donc ça veut dire qu'à la fin. Ça veut dire viable, on veut qu'on ne pas. Je finis juste ma phrase. Ça veut dire qu'à la fin, le consommateur devra accepter de mettre quelques centimes. C'est pour ça que c'est aussi les consommateurs qui doivent. C'est un problème de société. Mais je suis d'accord. Ah oui, c'est clair. Les gens, pour acheter un téléviseur, ils vont faire le tour des marchés. Et par contre, pour leur santé, donc ils n'est pas prêt à payer un peu plus cher. On paye des bagnoles à 40 000 €, 50 000 €, 60 000 €. Là, pour parler de la biodynamie. Non, c'est pas la biodynamie. Non, mais moi, on parle de la biodynamie. On fait comment ça? Mais si on prend un particulier qui a 5 hectares de vignes dans un coin, qui fait sa petite bouteille tranquille, il peut faire un casquet. Bon, je parle dans mes termes, moi. Ils peuvent faire un casquet chez Rose. Mais nous, en cas de coopérative, à 40 hectares, je ne vais pas faire 40 hectares en biodynamie, parce que demain, je ne suis plus là. Ou hors les gros propriétaires, comme Domaine du Bosque, Médiane, tout ça, moi je ne les vois pas en biodynamie non plus. Non, mais je ne dis pas que ça n'a pas été mon propos quand même. Non, mais comme on parle de ça, mais même. Il n'y a pas que la biodynamie. Non, je suis d'accord avec toi, mais il faut. Nous, il faut faire des risées, il faut faire du pinard, voilà, pour gagner sa vie. Maintenant, nous, dans le midi, il faut faire du pinard, voilà, pour bombarder, fondier, arroser, rentabilité. Après, il n'y a pas que l'engrais chimique, il y a l'engrais organique aussi, il n'y a pas que la chimie. Mais il faut qu'on fasse des risées. Pour bien gagner sa vie maintenant, quelqu'un qui fait bien, il faut faire aller entre 80 et 100 hectares. Là, le mec, il gagne sa vie. Voilà. S'il peut faire plus, il fait plus. Mais bon, on est à main de pays, on n'est pas là aussi, non? Oui, non, mais là, un type qui fait 40 hectares ici, il est mort. À moins qu'il ne veut pas se vendre, qu'il fasse la bouteille, qu'il vende, elle fait 20 € la bouteille. Alors, le type, il va faire des euros. On parle de plusieurs viticultures. Il y a plusieurs viticultures quand même. Donc, il y a une viticulture où on aura besoin de quantité, comme vous dites. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arroser le glyphosate. Non, mais on peut aussi trouver un équilibre dans les productions viticoles et une viticulture qui ira plus vers la qualité. Donc là, on baissera les rendements, mais automatiquement, la bouteille sera un peu plus chère. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un équilibre pour tout. Il faut payer le produit plus cher, quoi. Honnêtement, mais ça c'est la France entière, il faut que les Français se disent que le gratuit c'est terminé. On a habitué les Français au gratuit. Donc ça veut dire qu'un agriculteur, en général, ne vit plus de son travail, il vit des subventions de la PAC. Vous regardez, tout à l'heure on a
commencé par l'assurance, et ça vous a rassuré quand M. de Montrepas a dit « Ah mais je suis remboursé par la PAC à 50%. » Ah mais sur le coup, on est remboursé par la PAC. On aurait pu se dire « Je m'assure, et à la fin, bien sûr que j'ai un coût, mais ça va se retrouver dans le prix de vente. » Et c'est ce prix de vente qui fera que je pourrai faire face à toutes mes obligations. Voilà, je crois que les Français, on les a trop habitués depuis une trentaine d'années au gratuit. Et c'est pour ça que vous ne vivez plus de votre travail et que le collectif est obligé de vous donner des subventions. Ce qui est un cercle vicieux, je pense, honnêtement, fondamentalement. Et vous-même, souvent vous le dites, on veut vivre de notre travail, on ne veut pas vivre de la PAC. Le but, c'est pas ça. Mais pour tous, c'est ça. Le t-shirt que l'on porte tous, là, autour de cette table, il vient sûrement de Chine. On ne produit plus de t-shirts en France, mais par contre, on change 10 fois de t-shirt par semaine. À un moment, on pourrait peut-être acheter 5 t-shirts et en changer 2 fois moins, mais ils seraient produits en France. Ça crée de l'emploi, des impôts et ainsi de suite. À un moment, la relocalisation, c'est ça, accepter de mettre le prix. Mais après, un truc aussi, le prix. Après, on parlait des négociables. Les gens, c'est des requins, tout ça. Il y a une paire d'années de ça quand même. Ils faisaient rentrer du vin argentin via l'Espagne à 35 € le taux, rendu à 7 sur les pinardiers. Donc, arrive un moment. Non, mais ça, il faudra. C'est pour ça qu'il faut les pannes, vous savez, les pannes dans une fourrière. Là, le ministre a bien compris. Non, mais la DGFiP contrôlera, il y aura de gros contrôles faits par la DGFiP cette année, pour qu'il n'y ait pas de francisation des vins étrangers. C'était ça qu'il faisait. Donc là, le ministre l'a dit, il l'a redit, la DGFiP a été alertée, a reçu des ordres, comme il faudra des contrôles pour qu'il n'y ait pas de francisation. Qu'on vende du vin étranger, c'est normal, mais il faut que ce soit vendu comme du vin étranger. Voilà. Quand on achètera du vin espagnol, italien, chilien, n'importe quoi, il faut que ce soit marqué vin, la production, que ce soit clair, qu'on francise pas. Parce que là, il sera la double peine, parce que là, il y aura en plus perte de marché réelle. Et ça, sans possibilité de reconquérir ces parts de marché. Déjà qu'on en a perdu avec les taxes Trump, c'est ça qui est le plus problématique. En plus de la gelée, sont les à-coups qui viennent depuis quelques années, plus la taxe Trump, plus le Brexit, plus tout ça. Des pertes de marché à l'international, parce que c'est à l'international qu'on va avoir notre vin, j'entends tout, et j'accepte tout, mais c'est à l'international, en France, qu'on vendra notre vin. Et à l'international, on demande du bio quand même. Voilà. À un moment, vous êtes aussi là pour faire un produit qui est attendu par le consommateur. Et pas simplement pour se faire plaisir ou aller vite et pouvoir chasser, pêcher et aller à la plage de l'été. Mais je vous l'ai dit que j'étais un peu trop franc parfois, et que ça ne plaît pas. Voilà. C'est ma marque. Il n'y a pas de problème à Bias, on aimerait bien. Et j'entends aussi que vous ne soyez pas d'accord, ça j'entends. Oui, au niveau des produits phytosanitaires, en France, on a certaines restrictions. Les normes, normalement, c'est des normes européennes, non? Alors pourquoi l'Espagne, l'Italie et les autres pays ont le droit d'utiliser? On importe de la marchandise espagnole en France, eux ils l'utilisent, ils vont continuer à l'utiliser, les autres pays aussi, nous non. Moi je pense qu'à ce moment-là, il faudrait leur donner des cahiers des charges. Si vous voulez rentrer vos produits en France, il faut qu'ils soient pas traités avec du glyphosate ou d'autres produits. Parce que pour le moment, les perdants, c'est les agriculteurs français. Je suis entièrement d'accord avec vous, il faut plus de contrôle des subsides, c'est pour ça que j'ai plaidé pour qu'on réembauche des gens. Alors, c'est un petit peu spécial, mais qu'on réembauche des gens à la DGFiP, parce qu'il n'y a que 12 contrôleurs pour tout le Languedoc quand même, à la DGFiP. Donc c'est bien gentil comme dit, la DGFiP va faire son travail, la 12, vous avez bien compris que c'est limité, donc il faut qu'il y ait plus de monde à la DGFiP pour qu'ils puissent faire le travail et contrôler l'État. C'est bien gentil, je suis entièrement d'accord avec vous. L'Europe, moi je trouve ça bien, mais il faut qu'on joue avec les mêmes règles. Et donc, quand il y a une interdiction en France, il ne faut pas que si l'Espagne a décidé de ne pas mettre cette interdiction, elle est souveraine, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne pourra pas vendre ce produit en France, puisque c'est interdit en France, donc je ne vois pas pourquoi on pourrait le vendre. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des contrôles à ce niveau. C'est la même chose pour l'international. Moi, je suis pour les conventions, par exemple, avec le Canada, j'étais favorable à cette convention, mais il faut qu'on joue avec les mêmes règles. C'est-à-dire que ce qui est interdit en Europe doit être. Les produits qu'on importera doivent être aux qualités européennes. Voilà. Sinon, ils ne rentrent pas. Et ce sera la même chose pour nous quand on enverra au Canada.
ce qui avait été réclamé par les viticulteurs, quand même, parce que je me suis fait tirer les oreilles maintenant. Ah, tu comprends, le libre-échange, c'est un scandale, il faut l'interdire, ainsi de suite. Enfin, à l'époque, si je me souviens bien, quand la Chine, et c'était l'été dernier, a conclu une convention de libre-échange entre la Chine et l'Australie, beaucoup de viticulteurs m'ont dit il faut qu'on fasse la même chose parce qu'ils sont en train de nous prendre des parts de marché. Donc à un moment, il faut savoir aussi ce que l'on veut. On ne peut pas se dire je prends que les bénéfices et j'en accepte pas les conséquences. Mais je suis d'accord avec vous, il faut que les règles, par contre, soient strictes et contrôlées aux frontières. Ça oui. Et on le fait peut-être pas assez. Ça oui aussi. Et vous le savez, on ne le fait pas assez. C'est peut-être pas. On enlève le peut-être pas, on ne le fait pas assez. Non, on le fait pas. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Parce que, et je finirai là, je suis une pipelette, et je vous écouterai après. Souvent, les consommateurs achètent du bio chinois. J'ai rien contre le bio chinois. Chilien, australien, n'importe quoi, c'est pas le même bio qu'en France. Ce ne sont pas les mêmes normes. Donc, parfois, dans le bio étranger, il y a des trucs qui sont même interdits en France, dans le bio. Donc, à un moment, là aussi, il faut qu'on arrive à des normes qui soient compréhensibles par le consommateur. Et donc, des règles bien précises. Et que tous ces bios, et c'est là où on a besoin de conventions générales, que tous ces bios aient les mêmes normes, ou au moins un tronc commun. Un tronc commun qui rassure tout le monde. Autrement, on croit qu'on achète du bio avec des normes que l'on connaît en France, qui ne sont pas les mêmes normes à l'étranger. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire sur les labels. Après, pour revenir un peu sur le bio, la biodynamie, tout ça, il y a quand même des traitements qu'on est obligé de faire. Nous aussi, il y en a trois, c'est l'arrêté préfectoral. C'est un message sur le Donc, comment il faut les légumes, la biodynamie pour traiter la fermentation sur dorée, alors que c'est un arrêté préfectoral. Non, mais c'est obligatoire. Ils le font. C'est obligé. Donc, d'accord. Il y a un peu de poids de mesure. Non, mais ça personne ne le cache. Ils sont obligés. La fermentation dorée, c'est une obligation de traitement. Donc, ils sont obligés de le faire. Mais ça, voilà. Ça, c'est limite. Hein. On ne peut pas être non plus royaliste que l'Europe. Autrement, il n'y aura plus rien si on ne traite pas contre la biodynamie, contre la. Et l'insulte contre la flavescence, ça va ensuite, excusez-moi le terme, puisqu'on parle simplement, ça va empirer tout le vignoble là à côté. Non, là, on est tous conscients que le bio, parfois, ça ne pousse pas tout seul. Voilà. À un moment, il y a l'action de l'homme aussi. Vous seriez étonné, vous l'avez vu peut-être dans Vitisphère, il y a eu un article dernièrement qui proposait qu'on taille plus tardivement, comme ça, il n'y aura plus de gel. J'expliquerai comment vous allez tailler en juillet. Parce que voilà, si on taille après les seins de glace, ça repousse quand même. Mais quand on a 40 hectares, ça devient un peu compliqué de tailler. Voilà, il y a des bêtises comme ça qui sortent. Et à la Lévinière, il y a quelques années, ils m'avaient dit qu'ils avaient reçu des Belges et ils croyaient que la vigne poussait toute seule. Et ils ont été obligés de les sortir, de leur montrer dans une vigne comment on faisait du raisin. Parce qu'ils croyaient que le raisin venait tout seul. Poussait comme ça. Donc en vrai, il y a un vrai décalage entre les métropolitains, les urbains, et le monde rural, qui est minoritaire en France. C'est 3%, si je me souviens bien, le monde rural. Et les gens ne comprennent plus le monde rural. Donc il faut vraiment leur expliquer. Et c'est pour ça que parfois ils disent ah mais vous pouvez passer du soufre ou vous passez tout simplement du cuivre, et ils vous disent ah mais vous êtes un meurtrier, et qu'il y a des tensions réelles parce qu'ils ne savent même plus ce que vous faites. Et ils voient simplement un tracteur avec quelque chose derrière qui envoie quelque chose. Et ils se disent que vous envoyez du glyphosate, parce que tout est glyphosate. Donc vous mettez du glyphosate sur vos vignes en permanence. Et vous faites, vous devriez voir les menaces que j'ai eues et les insultes, mais par milliers, parce que je n'ai pas voté la loi qui voulait qu'on interdise à une date déterminée le glyphosate, j'ai été contre. Vous devriez voir les insultes et les menaces que j'ai reçues. Mais tous, je ne suis pas le seul, je suis là, je parle de mon cas. On me disait que je faisais boire des litres de glyphosate aux enfants, ils espéraient qu'une seule chose, c'est que les miens boivent autant pour qu'ils crèvent. Et ça, des milliers de fois, des lettres, ainsi de suite. Alors, très bien, il dit le roi, parfait, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Mais ça veut dire surtout qu'ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus ce que c'est que le monde rural. Et ça, cette rupture, c'est ça le plus dangereux. C'est pour ça qu'il y a de l'agribashing aussi. C'est qu'ils ne comprennent plus ce qui vous aide en fait. Il n'y a plus de lien. Le parent n'était même plus agriculteur. L'arrière-parent n'était même plus agriculteur. Donc le lien est très distendu. Et eux, ils imaginent que le bio, ça pousse tout seul. Alors que le bio ne pousse pas tout seul. Il y a toujours une action de l'eau. On va dire ce qu'on voudrait, il y a l'action de l'eau. Plus ou moins, mais il y a une action de l'eau. La bio, il faut de la science. Oui, je suis d'accord avec vous. Et
suis d'accord. Le problème qui se pose, c'est que ça se pose au niveau de, non seulement au niveau de l'éducation nationale, ça se pose au niveau de la recherche, ça se pose au niveau des labos, parce qu'au niveau des fonds d'investissement concernant, c'est-à-dire si vous allez dans les grandes écoles, essayez de voir si vous trouvez des filières de ce qu'on appelle la microbiologie du sol. C'est-à-dire ce qu'on produit, ça devient simplement un produit. On produit pour produire. Et là, il faut qu'on change de vision. On ne peut pas aller dans ce sens. Ça a démontré ses limites. Donc il faut faire de la science. Il faut laisser les gens travailler parce que tous ceux qui travaillent dans le contresens, bon, avant, ceux qui font de la biodynamie, des bio, tout ça, ils étaient considérés comme des charlatans. Les années 80, c'était des charlatans. Et ils ont insisté. Maintenant, les choses commencent à évoluer, mon côté commence à évoluer. Donc il faut faire de la recherche. Il y a des choses de base qu'il faut revoir au niveau des écoles, c'est-à-dire justement pour faire de la pédagogie avec les enfants, il faut expliquer de nouveau la nature. Et ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas, ça. Vous prenez un enfant, vous dites c'est quoi ça, il ne sait pas. C'est un peu la différence entre les légumes. Voilà. Et quand on trouve, par exemple, les produits qui se posent, les produits d'Espagne ici, un plateau de courgettes à 1 euro, 2 euros, on se pose la question. C'est pour ça que le bio, ça ne pose pas tout seul. Il faut de la main-d'œuvre, il faut du travail, il faut plein de choses derrière. Donc il n'y a pas de pédagogie derrière. Il faut expliquer aux gens, voilà comment on produit, voilà comment un légume pousse, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir cette terre, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un environnement propice à la bio. Donc c'est tout ça à développer. Et là, on ne l'a pas. Pour le moment, malheureusement, ceux qui nous gouvernent, moi je reprends, j'étais très attentif aux échanges. La problématique, c'est que ceux qui nous gouvernent sont déconnectés de la ruralité. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est gouverné par des métropolitains. Hors sol. C'est ça qui sont hors sol. Ils sont hors sol, ces métropolitains. Ils sont dans leur sphère bobo. Moi aussi, je parle cash. Et ils sont déconnectés. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui nous gouvernent. Et donc, tant qu'on n'aura pas recréé le lien, et le lien peut passer, à mon avis, par la génération future, et c'est ce que vous pouvez mettre en place, en tout cas, nous, à notre échelle, et grâce aussi à vous, c'est ce lien entre la nature et les enfants à l'école, via l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on souhaite mettre en place, avec nos écoles, un apprentissage, on va dire une découverte de la production de légumineuses, de fruits, voilà, donc l'objectif il est là, peut-être sur les générations futures, mais il faut recréer ce lien entre la terre et les jeunes générations. Parce que c'est elles qui derrière seront appelées à prendre des responsabilités. Mais par rapport à ce que disait Karim, sur la réciprocité, mais nous c'est un mal purement français. C'est-à-dire qu'on fait plus que ce que prévoit l'Europe, en fait. Et donc, du coup, il y a des distorsions de concurrence. Tu disais l'Italie, l'Espagne ou la France par rapport à la France. C'est-à-dire que nous, on s'auto-flagelle, on crée plus de normes que ce que prévoit la norme européenne. Donc, forcément, ça crée des distorsions de concurrence. Et du coup, comme on ne peut pas, parce qu'il faut dire très clairement les choses, avec la libre concurrence au sein de l'espace européen, on ne peut pas exiger de la réciprocité. Et c'est ça la problématique au niveau européen. C'est qu'on ne peut pas, nous, Français, dire vous ne rentrez pas sur le territoire parce que vous ne respectez pas la même règle que nous. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et parce que, bon, après, on parlait de la taxe Trump. Bon, moi, je suis conscient que c'est gêner la viticulture française. Mais lui, Trump, ce qu'il a dit, c'est nous, aux États-Unis, il y a des règles, vous ne les respectez pas, vous ne rentrez pas. Lui, il peut le faire, parce qu'il n'a pas l'Europe. Mais après, c'est un choix de société, un choix de système de gouvernance, on va dire, au niveau de notre pays. Nous, on a décidé d'être dans l'Europe. Bon, les Anglais, eux, voulaient en sortir, ils sont sortis. Bon, on prévoyait la catastrophe chez nos voisins britanniques. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient à feu et à sang en Bretagne. Mais voilà, nous, on a fait le choix d'être en Europe et d'y rester. Bon, il y a des inconvénients, on vient d'en évoquer un, celui de la réciprocité qu'on ne peut pas, par exemple, imposer par rapport à des produits où on est traité avec du glyphosate ou pas.
Mais bon, l'avantage, moi, malgré ça, l'Europe a quand même du bon. On n'a quand même pas une guerre depuis 70 ans, donc c'est quand même plutôt pas mal. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, voilà, mais la réciprocité que tu demandais, enfin, dont tu parlais tout à l'heure, on ne peut pas. Aujourd'hui, juridiquement, on ne peut pas. On peut dans les normes européennes, pour tempérer. Après, quand c'est une loi française, c'est une loi française qui vient se surajouter. La surtransposition. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas voté cette interdiction à une date fixe du glyphosate en France. C'est pour ça que j'ai le droit à s'émiller, mais tous ceux qui n'ont pas voté ont le droit à s'émiller. Ça, il faudrait qu'on discute un jour de la démocratie en France, de ces insultes. Car on l'aurait interdit, le reste de l'Europe ne l'interdisait pas, puisqu'il y avait 2 ans de plus. Donc on aurait interdit, nous, le glyphosate totalement, et le reste de l'Europe pouvait, et on ne pouvait pas interdire ces produits pendant 2 ans de rentrée, puisque c'était une norme européenne, comme je l'ai dit. Donc ça nous pénalisait. Alors, quand on est positif, on dit, ah, mais ça peut nous créer des marchés aussi. On serait le premier à aller sur le non-glyphosate. Oui, alors, les marchés, il n'y a que les Suisses qui sont intéressés. Le marché est quand même limité. Dans le milieu de la vie, parce que pour reprendre ce que disait tout à l'heure Pierre, en week-end, il ne faut pas faire l'autruche. On vit dans un monde de la consommation. Donc aujourd'hui, le consommateur, il veut consommer. Parce que ça fait 30 ans qu'on apprend aux gens à aller en grande surface ou ailleurs et consommer. Et là, tu me lèves dans la bouche, c'est pas avec le bio qu'on va nourrir le monde. Mais c'est. Pour le moment. Non. Tu te vois avoir 50 hectares de tomates en bio. Et tu raisonnes comment? On raisonne comment? On raisonne simplement au niveau de l'agriculture, là. Premièrement, il faut la valoriser. Parce que maintenant, c'est-à-dire on a perdu le terme paysan, ça devient une insulte. On voit ainsi quelqu'un qui est paysan. Donc il faut revaloriser l'agriculture, il faut revaloriser l'agriculteur et faire des petites exploitations. C'est-à-dire si on fait des calculs, avec 1 hectare maraîchage bio, on peut nourrir 100 familles. Là, si vous faites le tour ici, au niveau des friches qu'on a 10 000 hectares. Donc si on reprend sur l'agriculture, on revalorise l'agriculteur, là vous allez voir les choses vont changer. Là, c'est un débat que moi. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis au départ, c'est pas le moment de. On peut en parler. Aujourd'hui, je préfère rester assis devant l'ordinateur plutôt que d'aller dans un champ. Malheureusement, ça, c'est. J'ai du mal à trouver quelqu'un pour dire. Monsieur Belmelo, la réalité aujourd'hui aussi du marché de l'emploi, c'est que les jeunes générations, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas, faire de travail difficile. C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, on a un système aussi de solidarité nationale et moi j'ose dire le mot d'assistanat. Aujourd'hui, on ne pousse pas les jeunes à aller travailler, à se lever le matin et à suer pour gagner son salaire à la fin du mois. C'est une réalité aujourd'hui. Parce que là, on est obligé de ramener des ouvriers marocains, des ouvriers roumains pour pourquoi eux ils travaillent? Parce qu'ils veulent travailler, parce que dans leur pays, ils n'ont pas ce qu'on a en France. Voilà. Donc ça, c'est aussi un autre débat, mais c'est un autre débat. Mais simplement, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à notre sujet quand même d'origine, qui est la gelée noire. Vous pourrez, parce que monsieur le maire, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. C'est ça. Monsieur le maire me rejoindra, je le sens bien. Ça, c'est des conneries, tout ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la gelée noire? Non, oui, bien sûr. Un petit peu sur le calendrier, le mécanisme, c'est-à-dire, un petit peu, vous avez introduit la réunion autour de ça, en disant on n'a pas beaucoup d'outils pour l'instant, c'est d'un côté l'outil privé, c'est l'assurance, de l'autre, c'est, vous avez parlé d'exonération, mais là pour l'instant, en plus il y a un calendrier à essayer de mettre en place, comment ça va se passer? Les déclarations gouvernementales seront faites en fin de semaine ou début de semaine prochaine, si j'ai bien compris. Mais le Premier ministre garde pour l'instant pour lui toute déclaration. C'est directement dans les services du Premier ministre que ça va se faire. Il y aura une déclaration publique, donc vous l'entendrez, et ensuite une mise en application par l'administration. Mais ça va être, c'est assez évident. Là, il va venir avant la fin de la semaine ici, et ensuite la semaine prochaine il fera sa déclaration. Et pour rien vous cacher,
j'ai l'impression qu'on pense sérieusement autour du Premier ministre à ce qui s'est passé pendant la Covid-19 pour essayer d'adapter certaines pratiques de la Covid-19 à cette catastrophe naturelle qui touche le monde agricole. Là, on va les mêmes gouvernements, c'est effectivement un aspect budgétaire. Voilà, c'est cet équilibre. Malheureusement pour eux, on a appris de l'expérience à faire les choses vite. Donc j'espère que ça pourra. Ils le feront vite. Honnêtement, ce sera par l'endettement, c'est pas la planche à billets, c'est l'endettement. Et j'espère que le monde agricole s'en souviendra. J'entends trop le monde agricole parfois qui critique l'endettement et qui dit que c'est pas normal. L'aide qui va arriver massivement sur les budgets, le budget, je parle au niveau national, sera importante et c'est de l'endettement. Donc ça veut dire qu'on ne remboursera pas par l'augmentation d'impôts, si le gouvernement est contre, le Parlement et moi le produit, je suis contre. Ça veut dire qu'on remboursera par le travail. Donc on va étaler sur plusieurs années ce remboursement. Ça demandera peut-être une dizaine d'années pour rembourser, pour redescendre dans des zones acceptables. Le 2,5 sur le PIB, le déficit, c'est pas avant 27. Voilà quand même. C'est ça l'endettement aussi. Pour essayer de ne pas trop impacter les générations futures. Moi, je suis pour que les générations futures paient l'endettement de maintenant. Parce que ce qu'on fait maintenant, ça aide aussi les générations futures, soyons bien clairs. Si on sauve l'agriculture, c'est aussi pour que les générations futures puissent s'engager dans cette agriculture plus tard. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y aura plus rien. Et il n'y aura plus de générations futures. Quand on veut dire, on va laisser une dette extraordinaire à nos enfants, c'est normal. C'est pas pour nous, c'est aussi pour eux. C'est la France de demain, ça. Mais c'est par l'endettement. Ouais. Une dette, de toute façon, c'est pas un gros mot en soi, c'est la capacité à la rembourser. Voilà. Aujourd'hui, la problématique, c'est que si on n'a plus de force vive et qu'on ne crée pas, on ne donne pas l'envie aux jeunes de se retrousser les manches et de bosser, c'est là où on va avoir des difficultés. Bon, Dieu merci, il y a quand même des générations futures qui travaillent, il y en a qui travaillent. Mais aujourd'hui, on est dans un système où on ne pousse pas assez les gens à aller bosser. C'est tout. Parce que moi, je le vois dans mon activité. Aujourd'hui, quand je cherche je suis pas très longtemps, je cherche secrétaire, et quand vous faites un entretien, on dit voilà, vous êtes payé au SMIC, mais moi j'ai 2-3 gosses, je suis chez moi avec les aides, je vis mieux que de venir travailler. Mais c'est ça qu'il faut changer. On en parle depuis 20 ans, mais il n'y a rien qui est fait là-dessus pour pousser les gens à aller chercher du boulot. Il faut que l'argent par le travail paie mieux, qu'en tout cas soit plus favorable que l'argent qu'on a à rester chez soi. C'est par les aides, voilà, c'est ça à mon avis qu'il faut pour avoir quand même une petite note positive. Il y en a des jeunes qui bossent, mais voilà, il faut inciter à renouer avec la valeur travail, c'est évident. Ouais. Je veux revenir juste sur la région. J'ai lu que la région votait aussi des aides. Je vais en parler. Ah, non, ouais. Alors, si tu veux, après je donnerai, Philippe, je redonnerai la parole. Moi, j'ai 2-3 informations à vous donner. Donc, tout d'abord, sur l'AMF 34, donc l'association des maires de l'Hérault, puisque j'étais avec Frédéric Roig, qui est le maire de Péguerolles de l'Escalette, qui est le président des maires de l'Hérault. Donc, très joli village. J'étais avec lui hier matin. Donc, on a un bureau de l'AMF du département qui va se tenir le 27 ou 28 avril à Vias, donc avec mes collègues, puisque je fais partie du bureau des maires de l'Hérault. On va discuter ensemble sur la création d'un fonds de solidarité au niveau de l'AMF, c'est-à-dire sensibiliser les 342 communes du département de l'Hérault pour faire un appel en fait aux dons par ces collectivités pour abonder ce fonds. Et donc l'AMF 34 verra soit avec le département, soit avec la région pour voir comment on va pouvoir, ou avec la chambre, les chambres d'agriculture qui sont compétentes, voir comment on va après faire la répartition de ces fonds qui seront collectés. Donc ça c'est la première information au niveau de la solidarité des maires de l'Hérault, ou des communes plus exactement, sachant que c'est vrai que c'est pas dans notre compétence, nous, de venir après apporter des aides directes à des agriculteurs, viticulteurs, peu importe. Donc du coup, c'est pour ça qu'on constitue ce fonds au niveau de l'AMF. Et ensuite,
qui sera reversé soit au niveau départemental, régional ou chambre d'agriculture. Et deuxième information, ça je vous la donne aussi, c'est quelque chose qui est très récent, ça date du 12 avril, donc le département de l'Hérault, Cléber Mesquida, son président, nous a écrit en nous indiquant qu'au niveau départemental, il travaillait avec le préfet du département de l'Hérault, ça sûrement peut-être Philippe est au courant, pour mettre en place aussi au niveau du département un fonds de solidarité, un dispositif d'aide exceptionnelle pour venir aider l'agriculture et viticulture bien évidemment de notre département. Donc voilà, il va y avoir plusieurs dynamiques qui vont se mettre en place, communales au niveau du département, départementale l'institution, et j'ai eu aussi l'information que Carole Delga, donc au niveau régional, ce vendredi allait proposer un dispositif d'aide, donc c'est-à-dire de création d'un fonds au niveau régional. Voilà. Donc toutes les collectivités territoriales, communes, départements, régions, voilà, sont en train de se mobiliser pour récupérer des fonds de ces collectivités pour venir après aider vos professions. Voilà. Donc ça c'était l'information qui moi était de mon niveau, on va dire. Voilà, Philippe, après je sais pas si... Un petit complément, mais tout ce qui est dit est vrai. Tous ces fonds seront constitués par l'État. C'est le côté politique peut-être qui est gênant, mais à un moment il faut le dire aussi. Le département, la région, puisqu'il est en contact avec le préfet, ce qui n'avait pas besoin de détails, il ne sera pas en contact avec le préfet, seront constitués par l'État. Donc il faut que le Parlement s'en saisisse, vote ces fonds, et ensuite viendront. Mais ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ouais. Et ils seront là, le département et la région. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'État va confier de l'argent pour que plus rapidement on aille sur le terrain. Les régions et les départements sont plus rapidement au contact. Et les communes seront sûrement appelées. Moi, je suis assez favorable pour que les caves coopératives jouent un rôle aussi, dans la distribution aussi peut-être de ce fonds de solidarité, car il est important de laisser les caves coopératives aussi au contact des coopérateurs, c'est plus simple. Ils connaissent, ils pourront mieux récolter, mieux faire remonter plus rapidement, et ensuite redistribuer équitablement les aides sur leurs coopérateurs les plus impactés. C'est ça aussi, parce que parfois il y a certains coopérateurs qui ne seront pas touchés. J'ai vu des coopérateurs qui me disaient, ah moi, je suis passé à travers. Et d'autres, à 100%, ils ont gelé. Donc à un moment, il faut... Ça, c'est l'esprit coopérateur. Il faudra peut-être aider plus facilement, même celui qui est gelé à 100%, que celui qui n'a rien. Soyons clairs aussi. Hein. Il faut peut-être aussi voir celui qui est assuré, pas assuré. Voilà. Après, c'est au sein. C'est tout l'intérêt de la société coopérative. C'est ça. C'est la coopération. Et après, pour les caves c'est certaines caves coopératives qui m'ont alerté en disant faites attention, monsieur le député, que cet impact de la gelée noire ne brise pas un peu plus la dynamique coopérative et l'esprit coopérateur. Ça pourrait. Je me disais attention parce que il y en a certains qui vont se dire je suis mieux payé à côté, je me retire, enfin voilà. Et donc si en plus ça épuise les caves coopératives, alors on ressort exemple. Pour les caves particulières, mais là c'est comme une entreprise, ils seront aidés directement. Donc là il n'y a pas un esprit, enfin c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est plus un esprit cave particulière, donc un domaine. C'est pas une coopérative. Là ils seront aidés directement, je pense, par un fonds de solidarité qui ne suffira pas, il faudra aussi aider pour les structures, parce qu'il y a des enfants, voilà, c'est pas aussi lourd, mais c'est individuellement aussi lourd. Avant qu'on clôture cette rencontre, je ne sais pas s'il y a des demandes de prise de parole avant que je puisse... Mais par l'intermédiaire de M. le maire, vous pouvez toujours me contacter, n'hésitez pas. Ou directement, ou par l'intermédiaire de M. le maire, ou de ses services, peu importe. Vous pourrez toujours, je reste à votre disposition. Oui, vas-y. Juste un mot, c'est que c'est vrai que le caractère exceptionnel de cet événement, par son amplitude en fait, fait que les gens se sont mobilisés, c'est vrai, et donc il faut le souligner. Voilà. Quand c'est positif, il faut le dire. Merci à M. Dartier, merci à M. Huppé, qui a réagi dès le premier jour. Je sais que dès le premier jour, vous avez fait quelque chose, c'est bien. Je suis étonné quand c'est vrai que c'est pas celui de notre circonscription, c'est comme ça. Mais ça prouve que
tout le monde, quelquefois, se sent pas concerné, ou en tout cas, peut-être n'a pas pris la mesure. Hein, honnêtement, on sait pas. On va être gentil. Honnêtement, votre député, il était à l'Assemblée avec moi quand j'ai posé la question. Il faisait attention. Il était mandaté plus sur un autre sujet, donc ça lui était compliqué. Donc je lui ferai un compte rendu de ce qui s'est passé. C'est votre député, voilà, je ne vais pas lui taper dessus, surtout qu'il est dans mon parlementaire. C'est quand même important de le dire quand les choses sont bien faites et rapidement en plus. Enfin, je veux dire, les trucs n'ont pas traîné, quoi. Bon, c'est l'amplitude du phénomène qui le fait, mais quand même. Honnête, j'ai été étonné de ce que disait le ministre de l'Agriculture. Il disait que tout a été pendant la nuit où ça a gelé, donc la nuit de jeudi à vendredi. En France, tout a été mis en action pour essayer d'éviter ce gel. Mais le gel était tellement important que même d'allumer des bougies, même d'allumer des feux, ainsi de suite, ça n'a pas suffi, ça a gelé vraiment. Je vous avoue que parfois, moi, il y a des viticulteurs qui ont allumé dans les rases. Et ils étaient un peu énervés parce que les pompiers sont immédiatement venus éteindre. Donc eux, ils avaient allumé les rases pour garder. Et paf, les pompiers sont venus éteindre. Donc ils étaient un peu énervés. Mais même ça n'a pas suffi parce que le froid était trop là. On parlait de l'influence maritime. Moi, je suis à 500 mètres de la mer, à Volnay. Par contre, il y a des vignes inondées dans le Minervois. Ils ont inondé des vignes et là, ça les a sauvés. Même Arles. Même Arles, ils ont inondé. Ah, la au Verdis. Mais moi, quand même, j'ai un problème à mon père, il a tout donné Verdis, celui pratiquement. Et bien, c'est la première fois de sa vie qu'il trouve des souches gelées dans l'eau. Dans l'eau aussi, ouais. Ah, d'accord. Bon, c'est pas la totalité, comme c'est un peu lourd, mais il y a des souches qui sont ramassées dans l'eau. D'accord. Ah ouais. C'est-à-dire que l'eau, elle a gelé. Ouais, non, mais il y a des souches qui étaient complètement éclatées. Et dans le Minervois, voilà, ils ont sauvé certaines villes parce qu'ils ont. Alors ça a créé, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, tout le monde a voulu inonder, il n'y avait pas assez d'eau, donc ça a fait quelques jalousies. Mais ceux qui ont pu inonder ont sauvé la ville. Mais il y a de tout, parce que nous, il y a des secteurs qui n'ont jamais gelé de leur vie. Nous, ça fait même ton samedi, ton Calvados, là-bas, t'as jamais vu la gelée là-bas. Même le Dupin à l'époque, quand il avait la vigne, ça n'a jamais gelé, ça. Ah oui, mais c'est un coup de vent. Des photos et tout, des trucs de fou. Mont Blanc, il y en a aucun qui sont assurés. Mont Blanc, c'est des coteaux. Ils n'ont jamais su ça de la vie. C'est la même chose avec la Bruyère, c'est que les coteaux où Hérépian, c'est des coteaux aussi. Ils ont gelé sur les coteaux, ils n'avaient jamais vu. Dans la plaine, oui, dans la vallée, oui, et pas sur les coteaux. Bon, est-ce qu'il y a des. Sinon, on y est jusqu'à point d'heure et on a tous d'autres rendez-vous. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole encore? Karim, tu voulais intervenir? Non, c'était juste le député de. C'est un manque de respect par rapport aux personnes qui ont été gelées, c'est tout, c'est lamentable. On en a un, c'est déjà pas mal. Non, mais considérez que je représente la Assemblée. C'est gentil de votre part, mais bon, normalement, il aurait dû être présent aussi. Au moins, il s'est excusé. Au moins, sinon, dire un mot, je ne peux pas venir. Bon, en tout cas, merci à. Mais bon, Philippe, c'est un maire de l'agglo. Enfin, il était maire de l'agglomération, mais j'ai maire d'Addissan, donc on se voyait un conseil communautaire, donc on a des rapports particuliers, vous le comprenez bien, vous l'avez compris, et voilà, et puis c'est un ami, et donc je sais que, certes, il n'est pas député de notre circo, mais c'est un député de la nation, n'est-ce pas? Et donc il représente la nation, à lui seul, en tout cas c'est une partie de la nation, donc il est sur tous les territoires de la République chez lui. Donc il est, et a fortiori Avias, chez lui aussi. Donc moi je tenais à remercier Philippe pour sa disponibilité, pour avoir passé presque 2 heures avec nous ce matin. On sait que l'emploi du temps d'un député, c'est entre Paris et la Circo, voilà, il chôme pas, et je sais que c'est un sujet qui lui tient profondément à cœur, et il est dans c'est son credo, hein, la viticulture. Je sais que les métiers d'art, c'est aussi son credo, mais là, la viticulture, on est en plein dans les sujets qui font son travail du quotidien, avec les autres dossiers, bien évidemment. Mais voilà, je tenais à le remercier d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre, d'avoir cet échange direct avec vous, les professionnels de Bias, et pour sa disponibilité, son écoute. Et je sais que l'ensemble de nos discussions, et puis des remarques que vous avez formulées, des problématiques, seront
vont remonter sur l'hémicycle, sur Paris, via Philippe, et il se fera le défenseur de nos territoires et puis des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui avec cette gelée noire. Donc merci Philippe de ta venue, de ton écoute, de ta disponibilité. Merci à vous d'avoir pris aussi le temps de venir ce matin à la rencontre du député UP. Voilà, et puis donc, je le dis, avec nos moyens et puis nos partenaires départementaux régionaux, on va se mobiliser pour essayer, voilà, à notre niveau aussi, d'apporter une aide de la commune via le fonds de solidarité qui va se mettre en place. Donc voilà, en synthèse, simplement moi j'ai noté donc, par rapport à cette gelée noire, des exonérations de charges qui vont être mises en place, donc de façon assez classique de ce qui peut exister, d'éventuels reports de charges d'avant NSA, et puis ce fonds de solidarité qui se met en place, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai noté. Je ne sais pas si Philippe, tu veux rajouter quelque chose, en tout cas merci. Dès que ce sera précisé, j'enverrai un courrier à M. le maire qui vous le fera passer pour vraiment acter toutes les aides possibles et au moment où vous serez au courant. Et je voulais remercier bien évidemment M. le maire, vous qui avez donné un peu de temps même. C'est compliqué, merci d'avoir été patient vis-à-vis de ce que j'ai dit. Et de ne pas m'avoir trop montré que je faisais des bêtises en vous expliquant des choses que vous connaissez par cœur.